Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince-Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Et je vous rappelle aussi que la billetterie pour Commander l'Assemblée est toujours ouverte. Un événement Commander convivial, un événement Commander familial, où vous pourrez retrouver comme invité par exemple l'équipe de Magic C'est Chic, Bandy et Joël de Sol Ring, mais aussi plein d'autres. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation qui se trouve commentaire. Maintenant et sans plus attendre, on détape, c'est permanent, on pioche, c'est parti. Eh bien rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince-Crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour des mécaniques cassées dans notre format multijoueur préféré. Et pour ce faire, je suis content de retrouver Nico pour cette émission qui fait suite à l'épisode 33. Salut Nico, ça va ? Salut, ça va, merci beaucoup de me recevoir à nouveau pour ce podcast de très bonne qualité. Et ouais, épisode qui a été pas mal demandé en commentaire. Beaucoup de gens voulaient la suite. Ils étaient pas mal restés sur leur fin de cet épisode 33. Donc forcément, je me suis dit, on va rappeler Nico. On a eu un peu mal à se capter, mais maintenant, c'est fait. Ouais, désolé pour ça. C'était assez actif. Du coup, je sais pas si t'es au courant, mais moi cet été avec Bambi, on organise un événement Commander qui s'appelle Commander l'Assemblée. Donc c'est un événement festif autour du Commander en partie libre. Est-ce que par hasard t'aurais déjà pris ta place ou pas ? Alors, de ce que tu m'as dit, ça a l'air d'être un événement super intéressant parce que de ce que j'ai compris, ce sera des prix à la loterie. Donc, moi, je trouve ça très intéressant dans le sens où, en général, en Commander, c'est très compliqué de trouver un modèle de tournoi ou en tout cas de participation à des events où c'est pas compétitif et parce que sinon tout le monde se ramène avec des decks CEDH. Donc déjà bravo pour ça. Je trouve que c'est très ingénieux d'avoir fait ça. Et j'ai pas encore pris mes places, mais a priori je suis libre les 22 et 23 juillet. Donc je peux pas te dire un oui ferme là tout de suite, mais a priori il devrait pas y avoir de soucis, je pense. Allez, trop cool. Je serais très content de te payer un petit coup à moi. Merci. Bon, avant qu'on se lance, je vais faire un petit disclaimer sur le sujet du podcast. On parle bien des mécaniques qui abusent du format et pas des effets qui sont juste très forts. Donc voilà, on va pas spécialement parler de trucs comme, je sais pas, Stacks ou Vasselon de Destruction. On va plutôt chercher vraiment les mécaniques qui cherchent à tricher sur l'aspect multijoueur ou sur la command zone, enfin bref. Et du coup, je te propose qu'on commence par Éminence, qui est une capacité, on va dire, controversée, parce que justement, elle triche avec la command zone. Est-ce que tu veux rappeler ce que ça fait ? Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens bien pour avoir une personne dans mon groupe de jeu dont le deck le plus fort est Ur-Dragon, un bon deck dragon bien vénère. Donc Éminence, c'est une capacité statique qui est sur certains commandants, et donc du coup qui donne un certain avantage sans que le commandant soit joué. Il suffit qu'il soit dans sa command zone pour que cette capacité statique s'applique à toutes les cartes du deck, ou en tout cas à la partie au permanent ou au sort que le joueur contrôle, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, donc ces capacités qui trigger dans la command zone. Donc actuellement, on en a accueilli un nouveau qui est Sidar Jabari de Zhalfir, qui s'ajoute du coup à Arabo, Edgar Markov, Inala et du coup Ur-Dragon. On peut aussi compter Oloro, parce qu'il fait gagner des points de vie quand il est en zone de commandement. Donc on a ces 6 commandants qui affectent le champ de bataille dès qu'ils sont en command zone. Bon, qu'est-ce que t'en penses là comme ça à chaud de cette mécanique ? À chaud, je pense que j'en ai
toujours pensé plus ou moins, même dès que je suis arrivé dans le commandeur depuis le format standard, c'est une erreur, clairement. C'est clairement une erreur. Et je pense que, si je me souviens bien, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les designers, en plus d'Éminence, et notamment chez Wizards of the Coast, avaient dit que c'était une erreur, et c'est pour ça que j'étais très surpris, vraiment très surpris de voir à nouveau un commandant Éminence être imprimé. Dans le sens où en fait c'est complètement déséquilibré par rapport à l'immense majorité des autres commandants qui demandent d'être sur le champ de bataille pour faire quoi que ce soit, et donc ça permet en fait de construire un deck au-delà en fait d'un commandant. Tu peux juste construire un deck autour d'une capacité éminence en fait, sans même avoir besoin de jouer le commandant, comme c'est par exemple le cas, notamment je pense que Oloro et Ur-Dragon sont les exemples les plus saillants de ça, dans le sens où Ur-Dragon qui coûte 9 dans mes souvenirs, on le voit pas souvent sur le champ de bataille, c'est juste il permet de ramper tout le deck, quoi, de faire ramper tout le deck, et surtout pour une tribu qui est une des plus fortes de Magic, qui sont les dragons. Et Oloro, moi j'ai quasiment jamais vu jouer des Oloro, par contre j'ai joué contre beaucoup de decks Oloro qui se servent juste du gain de vie incidental chaque tour pour déclencher toutes sortes de capacités, évidemment de permanents qui disent quand vous gagnez tel nombre de points de vie, ou quand vous gagnez des points de vie, faites ceci, faites cela. Et donc voilà, il y a même pas besoin de jouer son commandant pour en bénéficier. Et ouais, je pense que c'est fondamentalement assez injuste comme design. Et voilà, j'étais assez déçu en fait, parce que je trouve que c'est un peu une paresse quelque part, sans j'insulte pas les designers de chez Wizards of the Coast, mais je trouve que c'est quand même une paresse de design, parce que il y a une idée derrière le fait de mettre Éminence, c'est d'essayer d'appliquer une sorte de boost à tout un deck, ou en tout cas un style de jeu, ou une stratégie, ou un archétype. Et donc ça, forcément, c'est assez louable, c'est l'idée même des commandants. Mais l'insérer de manière aussi paresseuse, je trouve que bon, c'est qu'on sait pas trop creuser le crâne pour essayer de trouver quelque chose de plus astucieux en fait, ou de plus élégant dans le design des commandants. Et ben, je te rejoins pas mal hein, sur plein de trucs que tu viens de dire, notamment vis-à-vis de decks construits autour de la capacité et pas autant autour du commandement. Je trouve que c'est effectivement plus vrai pour Oloro que pour tout le reste, parce que mine de rien, Ur-Dragon, il fait rêver, tu vois, à toucher le champ de bataille. Ça reste quand même une 10-10 vol pour 10, et qui a un effet qui fait piocher pour chaque dragon avec lequel tu pioches, et en plus tu peux mettre des cartes de permanence sur le champ de bataille. Donc c'est 9 mana, 5 colors, tu vois, il fait quelque chose, tu vois, quand il touche le board. Donc ça donne au moins envie. Pour le cas d'Oloro, c'est une 4-5 qui dit que à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on peut payer 1, et si on fait ainsi, chaque adversaire perd un point de vie. Bon, c'est un peu anecdotique, on s'en fout un peu. Et voilà. Après, la question qui se pose souvent avec Éminence, c'est est-ce que c'est le design de la carte qui est problématique, ou vraiment la capacité Éminence? Je pense, en disant ça, je pense à Rabo notamment, qui nous dit que au début du combat, pendant notre tour, s'il est dans la zone de commandement ou en jeu, un autre chat gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. C'est pas une capacité qui est incroyable. Voilà, c'est mignon pour un archétype mignon, du coup. Est-ce que Rabo est vraiment une problématique en commandeur? Dans un sens, oui, dans le sens où, à mon avis, c'est la philosophie, parce qu'en fait, je pense qu'il faut peut-être se le représenter comme ça, en fait. Il faut se le représenter comme si, en fait, les joueurs qui avaient, qui arrivent avec un commandant Éminence à la tête de leur deck, c'est comme s'ils démarraient la partie tour 0, ils placent un enchantement, indestructible, inexilable, tu peux pas le faire toucher, et en gros un enchantement qui, typiquement ce genre de bonus +3/+3, ça pourrait être un enchantement qui coûte peut-être 2-3 mana, 4 mana, et donc ils partent vraiment avec un avantage à la fois en termes de card advantage, parfois de rampe, pour prendre le dragon, et donc du coup ça déséquilibre fondamentalement, parce qu'en fait
ils vont partir avec soit une carte de plus, soit de la rente de plus, etc. C'est un petit peu cassé ce qui fait, à mon avis, en fait, le sens du commandeur, où tout le monde arrive dans cette espèce de free for all à armes égales. Bon, évidemment, il y a quelqu'un qui commence, qui est un petit peu embêté par rapport aux autres, mais ça c'est dans Magic, c'est comme ça depuis longtemps. Et l'idée, c'est on essaye ensuite de construire un état du champ de bataille qui soit suffisant pour dépasser celui des autres, etc. Et donc à partir du moment où on arrive avec un cheat code un petit peu comme dans GTA, quoi, moi j'arrive et en fait j'ai fait au bas, gauche droite et du coup j'ai mon enchantement sacré. Ça veut pas dire que ça va forcément amener directement à la victoire, mais c'est un avantage qui me semble pas très honnête, en fait, par rapport aux autres. Voilà. Bon, je suis peut-être un peu dur, mais c'est ce que je pense. En somme, en gros, tu joues avec une règle supplémentaire, quoi. Ouais, en fait, c'est un petit peu ça, ouais. Ouais, c'est clairement. Et du coup, bon, ben finalement, est-ce qu'ils ont compris, tu disais que ils s'en voulaient un petit peu d'avoir fait Éminence. Finalement, ils nous ont pondu Sidar. Alors Sidar, pour ceux qui ne le connaissent pas bien encore, il est couleur Esper. Il coûte 4, dont un blanc, un bleu, un noir. C'est une 4-3 vol initiative, du coup qui a l'éminence, et qui nous dit qu'à chaque fois que vous attaquez avec au moins un chevalier, si Sidar est en jeu ou en zone de commandement, on peut piocher une carte, puis nous défausser d'une carte. Et enfin, il a une autre ligne de texte qui nous dit qu'à chaque fois que Sidar inflige des blessures de combat à un joueur, on peut renvoyer sur le champ de bataille une créature chevalier en jeu depuis notre cimetière. Ça fait beaucoup de texte quand même pour 4, on a une 4-3 vol initiative, c'est déjà pas mal. Il nous permet de réanimer une créature chevalier quand il connecte. C'est déjà en fait un bon commandant, rien que ça. Et en plus, ce à quoi on lui ajoute éminence, certes une éminence qui ne fait pas de CA, qui ne fait pas ramper, qui est du coup un petit peu, j'ai envie de dire, arabotière, en quelque sorte. Je pense que c'est plus fort qu'Arabo quand même. Mais je pense quand même que c'est plus fort qu'Arabo. En fait, ne serait-ce que son body fait que c'est plus fort qu'Arabo finalement. Mais aussi peut-être parce que la tribu est bien meilleure. En fait, il y a plein de raisons qui fait que Sidar est au-dessus d'Arabo. Mais pour le coup, là, ça me donne pas l'impression que Wizard a appris de ses erreurs, quoi. Ah non, mais clairement pas. Moi, j'étais vraiment surpris. Et en réfléchissant un petit peu là au fur et à mesure de la discussion, ce que je vois, en fait, ce que je constate, et c'est très bien ce que tu dis. Et effectivement, il y a beaucoup de textes. Et je pense que Éminence amène naturellement à ça, en fait. La mécanique amène naturellement à ça. C'est-à-dire que il va y avoir Éminence, donc du coup, il va y avoir une capacité passive sur le commandant. Et donc du coup, forcément, il va falloir se poser la question, ok, mais en fait, il faut lui donner plus que ça, parce que c'est-à-dire qu'il va falloir donner une raison aussi de vouloir jouer le commandant. Et c'est pour ça, donc du coup, qu'on se retrouve avec Éminence, plus un autre effet, qui est effectif que si le commandant est sur le champ de bataille. Donc par nature, il va y avoir une sorte d'inflation du texte sur les cartes éminence, parce qu'il faut bien leur mettre aussi une autre capacité qui soit un peu intéressante et pour que les joueurs aient envie de le jouer. Et donc ça, c'est un premier problème. La deuxième chose que je vois, c'est que, et qui à mon avis s'applique quasiment à tous les commandants éminence, et notamment à Sidar, le Dragon, Oloro, tous en fait, c'est que à mon avis, ce qui s'est passé dans leur tête, bon, je veux pas faire comme si j'avais raison et que j'étais dans les arcanes Wizards of the Coast, mais ce que je pense, c'est que les designers se sont dit, on a certains archétypes où on n'a pas vraiment beaucoup de liants, ou en tout cas on n'a pas réussi à mettre une sorte de thématique qui unit bien en fait une tribu ou un archétype, etc. Et il faut se remettre en tête que quand les commandants éminence, les premiers, ont été imprimés, c'était 2010, 2011, 2012, un truc comme ça, quoi. Donc c'est-à-dire que c'était à une époque aussi où il n'y avait pas la même densité de cartes pour les tribus. Alors, si tu parles d'Oloro, effectivement, c'est très tôt dans l'histoire du commandeur. Il me semble que les 4 autres, c'est 2017, 2018, quelque chose dans ce goût-là.
Ouais, mais même là, tu vois, 2017-2018, c'était encore avant l'espèce de frenzy, de folie d'impression de cartes. Le design, si tu veux, des cartes n'était pas encore totalement orienté vers le Commander comme ça l'est aujourd'hui. Et si tu veux, moi, ce que je pense, c'est que ils se sont dit bon, ok, on a ces espèces de tribus qui sont populaires, hein, dragons, vampires, ce genre de choses-là. On a les chats aussi, et on se dit, on n'a pas vraiment de masse critique ou de densité suffisante de cartes qui donnent une raison de les jouer en tant que tribu, et y compris les dragons, hein, parce que je pense vraiment qu'avant 2017-2018 et qu'il y ait cette espèce de d'impression en folie de dragons complètement forts et de cartes synergistiques dragons, ils se sont posé la question, bon, il faut qu'on donne une raison. Quelque part, peut-être que c'était aussi pour essayer de vendre des cartes, mais et comment on donne de la cohésion à tout ça de manière assez facile. Et à mon avis, je pense que c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que Éminence, ça pouvait être une solution assez simple, de mettre une capacité, même par exemple sur Oloro, le gain de points de vie incidental, c'était aussi pour renforcer les déclins de vie qui sont quand même pas dingos en commandant de base, ne le sont toujours pas par ailleurs. Et donc du coup, c'est dit, mais comment on peut faire pour que les gens aient envie de faire des decks liens de vie sans trop se casser la tête avec tous les tours, en tout cas à chacun de leurs tours, un truc qui les récompense d'avoir joué des payoff points de vie. Et donc du coup, on se retrouve avec ce genre de design là. Et je pense que c'est un petit peu régler une question qui est à mon avis structurelle dans le design des sets, avec une carte qui dit, en fait, la structure ça va être 7 cartes. Et de façon un peu bête, et du coup on va moins se poser la question de savoir comment on essaye de disséminer au fur et à mesure des sets des cartes qui synergisent entre elles et notamment les chevaliers. Et je pense que Sidar Jabari est vraiment l'exemple de ça. C'est que moi, plusieurs fois ces dernières années, j'ai essayé de faire un deck commandant chevalier, et en vrai c'est pas dingue. C'est-à-dire que la plupart du temps, on se retrouve avec une pile chevalier, avec plein de chevaliers qui font un peu des trucs différents. Bon, ils ont first strike, ok, c'est cool. Peut-être certains, ils ont double initiative, mais il n'y a pas vraiment de lien ou de choses qui donnent envie de les jouer ensemble, au-delà du fait qu'on puisse bien aimer les chevaliers. Et donc du coup, ils sont arrivés, parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont demandé qui ont demandé un commandant chevalier. Ils sont arrivés avec Sidar Jabari et ils ont dit, voilà, vous avez votre commandant chevalier, il vous fait piocher des fossés, et en vrai, pour moi je considère la pioche des fosses comme du card advantage, parce que maintenant on sait que c'est très facile, soit de récupérer des cartes du cimetière, soit de les rejouer depuis le cimetière avec flashback et autre chose. Et voilà, et on se retrouve avec Sidar Jabari parce qu'il fallait un commandant chevalier, parce que il y a des défauts structurels dans la façon dont sont designés les chevaliers qui sont pas très intéressants à jouer ensemble. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Le premier, c'est de dire que en fait, ces commandants-là ont été faits parce que ces tribaux sont peu ou pas soutenus. Ouais, je trouve que quand même pour chat, j'estime que ça l'est toujours pas. Donc allez, why not. Concernant sorcier avec Inala. Déjà à l'époque, c'était une tribu qui était très soutenue, malgré que je t'accorde qu'elle n'avait pas spécialement de liant, hein, si ce n'est des effets d'arrivée en jeu quand ça touche le board. Donc mine de rien, on pouvait quand même faire quelque chose qui abusait du blink, mais bon. Là pour le coup, Inala, ça avait vraiment du support. Côté Ur Dragon, je pense que les 5 couleurs... fait vraiment qu'il n'y avait pas trop de soucis pour trouver des dragons, et ça même à l'époque c'était, le commandant est sorti, la tribu était pas forcément très représentée en termes de population, mais elle était très bien soutenue. Alors ça s'est enrichi, on est d'accord, avec le dégueulis de cartes de ces dernières années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux tout à fait faire un deck dragon avec aucun sort de support dans ton deck, et c'est absolument que les dragons qui vont te faire piocher, faire du removal, même te refaire ramper, et tu peux complètement faire toutes ces interactions là, ne serait-ce que avec des dragons. C'était un peu moins le cas avant, mais il y avait pas trop de problèmes. Alors, et chevalier, il y avait quand même le commandant d'Eldraine dont j'ai perdu Sir Gwyn.
Sir Gwyn, tout à fait, Ouais. qui associait du coup les chevaliers aux équipements dans les couleurs mardues. Alors c'était un commandant qui était quand même un peu difficile à builder parce que il fallait monter une tribu aggro avec des équipements, avec un commandant qui coûte 6. Et à côté, si tu veux jouer des removals, puis des sorts de rampe, j'estime à titre personnel que ça demandait une maîtrise de building, comment dire, allez, pas très néophyte friendly, quoi. J'ai passé 1 an à essayer de le faire fonctionner, ce build. Parce que Sir Gwyn, c'est un des commandants que j'ai eu au tout début, quand j'ai commencé. Et justement, parce que moi, je jouais chevalier en standard. Et du coup, je passais au commandant, et du coup, Sir Gwyn était à peu près sorti en ce moment. Et du coup, équipement plus chevalier, moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Sauf qu'en fait, déjà le commandant coûte trop cher, et surtout, ça te demande de go wide, de jouer des équipements en même temps, sauf qu'en fait, si tu te prends une brasse, c'est fini. Enfin, c'est trop compliqué, c'était vraiment très dur. Tu pouvais pas vraiment faire chevalier tribal, c'était vraiment trop dur. Malgré que je te concède tout à fait que ça soit très très difficile, j'ai vu quelques excellents builders réussir à faire tourner le pack, et de façon très correcte, mais par contre, ça demande vraiment genre de tenir le coup et de l'affiner quoi. Je pense qu'il faut une base solide de Theorycraft plus de la patience, parce que c'est pas un deck qui est facile à équilibrer, parce que en fait il demande trop de choses à la fois. Pour le coup, je pense qu'aujourd'hui Sir Gwyn est un peu plus stable qu'avant, justement parce qu'il a bénéficié de ce flot de cartes. Mais à l'époque, quand c'est sorti, c'était particulièrement compliqué. Et du coup, la tribalité, elle a un peu shifté, parce que maintenant, on se retrouve avec des knights, avec des chevaliers bleus. Bon, voilà. Je suis pas bien sûr. Je sais pas, je me demande si j'aurais pas préféré un nouveau truc mardu, et qui est pas l'éminence, et qui... je sais pas, un nouveau Sir Gwyn un peu revu. Bon, après, il fallait coller aussi aux Alphir et tout ça, tu vois. Donc, en termes de flavor, ça a beaucoup de sens. Voilà, je pense que ce commandant aurait pu exister sans éminence. Mais c'est ça, j'allais te poser la question. Prends Sidar Jabari, tu lui enlèves l'éminence. Allez, tu lui enlèves le mana incolore qui coûte, là, tu lui mets juste blanc, bleu, noir. Mais c'est 3-3, peut-être pas 4-3. Ouais, 3-3, et même tu lui enlèves First Strike, tu vois. Tu lui enlèves First Strike, tu fais vol et juste la capacité du bas avec qui ramène des chevaliers, mais c'est très bien. Mais je suis d'accord. 3-3 vol pour 3 qui réanime un chevalier quand il connecte, je prends. Enfin, ça reste quand même au-dessus de pas mal de choses. Clairement. Ouais, putain, ça fait vraiment une pile de texte vraiment très très forte. C'est non nécessaire, cette éminence là. Moi je vois vraiment pas pourquoi c'est là. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Voilà, je suis d'accord, on a tous, tu vois, cette réticence... comment dire, de jouer contre un deck, je sais pas, Edgar Markov, parce qu'on sait très bien que le mec il va faire plein de tokens, sans rien faire, avec de grosses guillemets, j'ai envie de dire presque sans les mériter, tu vois. Alors, j'aime pas trop parler de mérite en commander, mais là pour le coup la personne joue avec une règle supplémentaire, et c'est un peu triste, et je trouve ça même triste pour la tribu finalement, parce que ça fait que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de vrai commandant alternatif que tu as envie de jouer au-dessus, quoi. Ouais, tu vois, typiquement, Vampire, c'est une tribu que j'affectionne énormément. Et vraiment, vraiment beaucoup. Et je me refusais à jouer Edgar Markov, malgré qu'il soit dans mon classeur. Alors, bon, je l'ai vite fait jouer, mais j'avais pas vraiment de plaisir de jeu, parce que ça m'orientait forcément vers aristocrate, parce que ça permet de faire des bodies un peu facilement. C'est un truc qui me saoulait, et je trouve que les vampires, à travers les designs dans les éditions, ont bien plus à offrir que ça. Donc effectivement, il y a le côté marqueur +1/+1, mais il y a aussi Madness, il y a aussi maintenant les jetons sang,
Madness et les jetons sang, pour le coup, ça fonctionne vachement bien ensemble. Il y a aussi le côté point de vie, c'est-à-dire que certains vampires, notamment ceux qui sont blancs, font gagner des points de vie, mais il y a aussi beaucoup de vampires qui ont des capacités qui te demandent d'en payer des points de vie. Donc j'aimais bien ce délire-là, tu vois. Je suis même allé m'amuser à faire une fun carte Edgar Markov qui fait autre chose, tu vois, j'avais imaginé, tu sais, une sorte de Kenrit, de roi Kenrit en mardu, mais qui avait des capacités qui coûtaient des PV, et du genre, je sais plus très bien ce que j'avais imaginé, mais c'était quelque chose du genre, pour, je sais plus, genre un blanc et 2 incolores, plus 5 PV, tout est vampire en lien de vie jusqu'à la fin du tour, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et voilà, faire un lord, mais qui, pour donner des capacités, fallait payer des PV, tu vois. Mais vraiment, parce que j'étais très frustré de pas trouver un commandant vampire qui me donne envie de jouer de la tribu. Quand j'ai tenté... Et pour le coup, qui peut te permettre de jouer des vampires des 3 couleurs, quoi. Hein. Parce que sinon, tu te soustrais soit au bicolore, soit tu vas chercher dans une autre colorité, soit tu vas chercher en Grixis. Bon, c'est plus tout à fait la même chose, et je trouve que Edgar Markov, même dans son design, passe à côté de ce qu'est la tribu, et ne permet pas à d'autres vampires vraiment chouettes d'émerger en tant que commandant. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que tu soulèves un point intéressant et qui à mon avis est généralisable aux éminences, parce que j'ai envie de dire effectivement sur ce que tu dis sur la tribu vampire, on a bien vu qu'ils ont essayé de mettre en avant, ils ont imprimé d'autres commandants vampires. Après moi je sais pas toi ce qu'a été ton expérience, ils ont imprimé plein de commandants vampires ces derniers sets. Moi c'est toujours Edgar Markov que je vois, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ces éminences, elles sont écrites de façon à ce qu'en général elles correspondent à un archétype. Oloro, gain de vie, Sidar Jabari, ça va être chevalier, Ur-Dragon, c'est les dragons, etc. Et ce que ça fait, en fait, quand on donne, en gros, un enchantement indestructible gratos avec éminence autour d'un archétype, c'est que ça va suffoquer, en fait, l'espace de design autour de cet archétype-là, parce qu'en fait, cette éminence, elle met un peu un terme à la course à l'armement autour de cet archétype-là. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que Ur-Dragon qui rampe 1 à tous tes dragons, c'est-à-dire à 50% de ton deck, enfin, il y a pas en 5 couleurs, il y a pas mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que Sidar Jabari dans ces couleurs pour jouer chevalier avec éminence? Bah, il y a pas mieux que ça, et ils pourront difficilement imprimer mieux que ça, ou en tout cas plus intéressant que ça, et les gens vont naturellement être amenés quand ils vont construire ces archétypes-là, ils vont naturellement être amenés à se diriger vers ces commandants-là, parce que forcément c'est super agréable d'avoir une capacité gratos dans la commandante. Et moi je blâme pas les gens qui construisent ça, il y a pas de souci, c'est normal. Mais moi je pense que c'est vraiment une question de design, et c'est une question de penser, et de penser aussi à l'après, en fait. C'est-à-dire que si on veut faire je sais pas, d'ici 1 an, 2 ans, un autre commandant chevalier qui soit blanc, bleu, noir, eh ben on va regarder Sidar Jabari et on va faire ah ouais, mais en fait qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Ou en tout cas, même si on les fait, et c'est ce qu'on a vu, il me semble, avec les commandants vampires, c'est que même si on fait ces commandants-là, à part quelques personnes, bon voilà, qui peuvent éventuellement être intéressées par des petits aspects un peu plus précis dans certains gameplays, et qui vont se diriger vers ces commandants-là, la plupart des gens ils vont taper vampire sur Google, vampire commandeur, ils vont voir Edgar Markov et vont faire mais vas-y, je pars là-dessus, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop fort. Et donc du coup il va y avoir une masse critique de decks vampire tribal qui vont être Edgar Markov, et ça va assécher la diversité du format, parce que les gens seront pas incités à aller voir ces autres commandants vampires alors qu'ils font des choses potentiellement très intéressantes. T'as bien résumé ma pensée, malgré que concernant le Dragon, on peut noter qu'ils ont sorti dans Commander Legends 2 Mirim Dragon Sentinelle, qui est quand même une chouette alternative, alors certes avec 2 couleurs en moins, mais bon, il a quand même les couleurs principales des dragons, et pour le coup, il est suffisamment fort pour
rivaliser, en tout cas proposer une vraie alternative, hein, c'est quand même une 6-6 vol par 2 pour 6, et qui en plus te fait un jeton qui arrive sur le champ de bataille, enfin à chaque fois qu'on crée à chaque fois qu'un autre dragon non-jeton arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton qui est une copie. Donc bon, ça reste quand même, reste quand même pas mal. J'entends ce que tu dis, mais mon contrepoint, ce serait que c'est exactement ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, ils l'ont fait limite plus fort que Ur Dragon, parce qu'il a Ward 3. Et qu'à mon avis, c'est typiquement genre un cas de surenchère. Myrm, c'est juste trop fort. Enfin, une fois qu'il est sur le champ de bataille, c'est très dur et de s'en débarrasser. D'autant plus qu'il arrive derrière avec des clones qu'il copie, etc. machin. Et c'est vrai que aussi, je pense qu'une différence aussi qu'il pourrait y avoir avec Ur Dragon, c'est que les builds de Myrm par rapport à Ur Dragon sont un petit peu différents dans le sens où, en tout cas de mon expérience, les builds Myrm, c'est plutôt des builds avec à base de clones, moins que vraiment dragon tribal, quoi. C'est des builds où tu vas essayer de faire 4 Terror of the Peaks pour allumer tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, qui flirte un peu plus avec l'aspect peut-être combo ou value engine de la tribu. Alors, mais ça, à la limite, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que on choisit de faire d'aller choper un autre angle de la tribu. Ça, je trouve ça plutôt chouette. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la surenchère, parce que ça coûte 6, et tu vois, avant de profiter son effet, tu vois, il faut un bon moment, alors que Ur Dragon, c'est dès le tour 0. Là, c'est-à-dire que si t'as rampé 2 fois, c'est cool, tu vas pouvoir jouer Myrm tour 4, tu vois, mais t'as pas été impactant pendant 4 tours. Bon, c'est mignonné, tu vois, en fait, il y a un côté saison de dédoublement en command zone, mais ta saison de dédoublement elle coûte 6, et elle se prend les vras, enfin voilà, c'est pas gratuit, tu vois. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un vrai enjeu, et ça demande presque de savoir jouer autour. Ouais, bien sûr. C'est pas si évident que ça. Et dans le même genre de commandant qui proposait une alternative, alors pour les vampires, tu vois, une alternative de jeu, c'était Strefan, progéniteur Moreur. Alors bon, du coup on perd le blanc, ce qui est un peu dommage, mais bon. Et il proposait une vraie alternative, donc bon, avec ses jetons sang, et le fait on puisse dépenser des jetons sang pour lancer des vampires de notre main. En fait ça a changé complètement l'aspect du jeu, c'est-à-dire qu'on va plus chercher à jouer des petits vampires pour en créer d'autres. Là on va essayer de cheater en fait nos vampires à gros coups. Donc en fait il y avait un petit côté peut-être réanimateur vampire, ou en tout cas on voulait plutôt jouer des gros vampires plutôt que jouer des petits vampires. Du coup je trouvais ça intéressant. Par contre c'est une créature qui est très 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 faible comparé à ce que peut être Edgar Markov, et même qui souffrait un petit peu de cette complexité. Tu vois, typiquement j'ai envie de le comparer à Sirgwin, dans la mesure où il demande énormément de choses pour qu'il puisse résoudre correctement, quoi. C'est une 3-2 vol pour 4, donc déjà là, si on commence à le comparer à notre nouveau copain Sidar, c'est un peu lol. Et ensuite, pour créer des jetons sang, il faut avoir mis des blessures. Et ensuite, il faut que notre commandant attaque, qu'on sacrifie 2 jetons sang, et enfin, on peut mettre un vampire de notre main attaquant indestructible. Ouais. Ouais, et à côté, si tu veux jouer ce deck-là, t'es obligé de mettre des removal, t'es obligé de mettre potentiellement des sortes de ramps, voilà. Mais si t'en mets pas, tu vas... Certes, tu vas pouvoir peut-être trigger plus facilement en jouant des vampires peut-être un peu bad curve et tout ça, mais tu vas perdre du tempo. Enfin, je suis désolé, mais c'est la merde, tu vois. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Strefan pourrait être une vraie alternative à Edgar Markov en termes d'espèce de design. Il aurait fallu qu'il soit bien plus fort. Et de fait, je le vois pas très souvent, alors que dans l'absolu, il pourrait être intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dur, quoi. et pourtant, les bonnes idées sont là. Hein. Les bonnes idées sont là. Complètement. Et du coup, je vais me permettre un peu d'étendre l'aspect éminence aux commandants qui trichent
avec la command zone. Je pense notamment à Derevi, Ouais. et aussi à Yuriko, hein, en quelque sorte. Bon, bah, je trouve que là, de la même façon, quand on voit ces commandants présentés en command zone, on s'inquiète, parce que c'est des commandants qui sont très forts. Et bah, est-ce que c'est des trucs contre lesquels on aime vraiment jouer? Pas vraiment, non, c'est sûr. Il y a le nouveau Slime Foot aussi, qui est remis en carrière du cimetière, mais en gros, c'est... Ouais. On en avait déjà parlé de celui-ci. Ouais. Et encore, j'ai envie de dire, c'est un peu différent dans la mesure où il doit passer par le cimetière. Oui. Il triche, mais il a des petites conditions pour tricher. Là où Yuriko et Derevi, c'est absolument pas le cas. Bah, Yuriko et Derevi, je pense vraiment sont les exemples vraiment les plus emblématiques de ce qu'il faut pas faire, quoi, dans la command zone, c'est-à-dire vraiment contrevenir complètement à une des règles cardinales du commandant, qui est du commandeur, qui est bah, ça coûte 2 de plus, quoi. Désolé, mais il faut passer à la caisse si tu veux pouvoir relancer la machine, quoi. Sinon c'est trop facile. Et d'autant plus que Derevi et Yuriko aussi, en plus du fait que qui coûtent rien à rejouer, c'est que leurs effets sont aussi assez forts, assez menaçants. Mais oui, après, je pense que je sais pas si peut-être dans leur tête chez Wizards of the Coast ils se sont pas dit que en gros Slime Foot, et il y a Otari aussi, le nouveau commandant qui est Phoenix mais qui est Rebelle Tribal, qui a un effet comme ça. Il dit en gros pour 2 et Boros, il peut revenir depuis le cimetière sur le champ de bataille en engageant un rebelle. En gros, peut-être que c'est un espace de design qui est plus intéressant, et qu'ils ont déplacé ce qu'ils voulaient faire avec Derevi et Yuriko du côté de ces capacités-là, comme Slime Foot et Otari. Je pense qu'effectivement c'est plus fair, mais oui, en tout cas, Derevi et Yuriko, c'est vraiment des problèmes. Et si je peux me permettre juste d'enchaîner, parce que j'avais une idée, et tant que je l'ai, je me permets. En fait, de façon générale, Éminence est le symptôme d'une sorte de définitivisation, je sais que c'est pas très français, mais je pense que vous voyez l'idée, c'est que on va imprimer un commandant et on va se dire bon, maintenant ça va être le commandant chevalier, etc. Alors que moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de faire évoluer une tribu ou un archétype au fur et à mesure des sets, en lui donnant des liants, des nouvelles capacités, des nouveaux attraits, des nouvelles synergies, petit à petit, 5 cartes dans un set, 5 cartes par-ci, 5 cartes par-là, et organiquement, petit à petit, il y a quelque chose qui se construit de très intéressant, et on n'a plus besoin finalement d'avoir ces commandants éminents si on fait comme ça. Après, j'entends que c'est une tâche qui est quand même assez conséquente, vu qu'il y a énormément de tribus dont les gens sont fans et dont les gens réclament des commandants. Donc ça, j'en suis conscient que du côté de chez Wizards of the Coast, ça doit pas être évident non plus de répondre à tous les desiderata de chacun. Mais c'est vrai que c'est plus, c'est plus sympathique, c'est plus harmonieux, d'essayer de faire progresser des tribus, et même sur des tribus qui étaient peut-être assez vanilla, comme l'ont été quand même assez longtemps les chevaliers, de se dire bon, on fait un point. Là, les chevaliers, bon, il leur manque quand même quelque chose, quoi, une identité qui soit au-delà de faire plus quelque chose. Peut-être qu'à partir de 2020, 2022, 2023, 2024, on va essayer d'introduire quelque chose au fur et à mesure des sets, en leur donnant une identité ou un truc un peu particulier. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des mécaniques qui sont intéressantes et qui s'incrustent bien aussi dans le reste de Magic et dans le reste des cartes, parce que sinon là, ça fait un peu chausse-pied, quoi, des commandants éminence comme Sidar Jabal. Ouais, bon, je te rejoins complètement, effectivement. J'ai effectivement l'impression, comme toi, que Wizard essaye de pousser des trucs en créant, entre guillemets, le commandant pour cette tribu. Et d'ailleurs, il y a une petite gimmick qui revient un petit peu en ce moment, c'est, en gros, on fait un commandant... ange humain, et du coup tu peux jouer les anges humains dessus de ta bibliothèque. On fait un commandant vol flying, donc du coup tu peux jouer les trucs du dessus de ta bibliothèque. On fait un commandant snow, tu peux jouer les cartes du dessus de ta bibliothèque qui correspondent au snow. Tu vois, quand on n'a pas d'idée, tu peux les jouer du dessus de ta bibliothèque. Ouais. Non mais c'est vrai. Voilà. Non mais c'était mignon quand ça arrivait une ou deux fois. Là ça commence vraiment à me casser les couilles.
Ça serait bien qu'il stoppe là parce que c'est vraiment genre bon on fait quoi? Bon tu peux jouer le truc du dessus de ta bibliothèque? Bon allez d'accord. Et Allez. est-ce que c'est pas un symptôme? Je sais pas, je me pose la question, hein, du coup je te la pose. Est-ce que c'est pas un symptôme que je pense pas que les gens à Wizards manquent d'imagination, mais je pense que c'est peut-être un symptôme aussi de la structure de Magic, et que du coup c'est difficile peut-être d'arriver à trouver des choses un peu nouvelles maintenant, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de cartes qui ont été imprimées, je crois qu'on est à 30 000 à peu près, et donc est-ce que c'est pas ça la difficulté, et qu'effectivement du coup on se retrouve avec cette espèce de clones qui sont juste un peu différents en fonction des archétypes mais qui font essentiellement la même chose. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je me demande si c'est pas une question de manque de temps aussi. C'est-à-dire que je pense pas que ça soit un problème de manque d'imagination, parce que je pense que l'espace de design est encore vaste, malgré qu'il se complexifie, mais on peut encore faire des mix de vieux trucs avec des nouveaux trucs, remettre des choses au goût du jour. Ils nous le prouvent hein, dans les éditions qui sont capables de faire de nouvelles mécaniques, donc j'ai pas trop peur. Je pense que c'est plus une histoire de temps et de débit. C'est-à-dire que en fait beaucoup trop de cartes qui sortent en très peu de temps, une équipe de design qui est j'irais pas jusqu'à dire surmenée, mais qui en tout cas bosse beaucoup, doit bosser très vite, et qui a pas forcément beaucoup le temps de se poser sur ça. Donc du coup YOLO, tu vois. Mais de toute façon, quand il y a besoin qu'un archétype ou qu'une tribu soit renforcée, tu fais faire du card advantage à la tribu, et a priori ça va aller, tu vois. Et c'est typiquement ce qu'ils ont fait pour les loups-garous avec Tovolar, à ceci près que je pense que Tovolar c'est particulièrement une bonne idée parce que la tribu est particulièrement pas bonne. Donc effectivement ça avait besoin de soutien. Est-ce que Ange et Humain avaient besoin d'un commandant qui fait du CA et qui en plus protège les permanents? Je suis pas bien sûr. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Est-ce que pour Ange et Humain, on n'aurait pas pu avoir un truc un peu plus élaboré? Ça aurait été bien quand même, tu vois. Bon, écoute, je sais pas plus. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de répondre à ta question. Ok. Ouais, je pense que là-dessus, c'est vrai que je pense que ce serait intéressant, mais après, ils sont très secrets, je crois, les designers de chez Wizards of the Coast, mais ce serait intéressant justement de savoir à quel point les impératifs de production et les conditions de production peuvent aussi influencer le design des cartes, parce que je pense qu'effectivement, il doit y avoir un peu de vrai dans ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a un débit qui est extrêmement important. Je pense qu'il y a des enjeux financiers aussi autour du fait de faire ressortir quand même des cartes ou des personnages emblématiques, et de se dire, et que la prod dise bon là sur ce set là on a vraiment besoin d'un commandant chevalier qui soit emblématique, etc. et tout, même si c'est ça, c'est forcer un peu les choses dans le sens où même si la tribu chevalier en elle-même là actuellement, bon il n'y a pas forcément un méga liant et tout, mais il nous faut quand même un commandant chevalier sur ce set, parce que soit parce qu'il se passe ça tel ou tel truc dans l'histoire et qu'en fait c'est des chevaliers machin, tu vois, ce genre de choses là, peut-être j'imagine que ça doit jouer aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, typiquement, j'ai une déception là récemment, c'est quand ils ont révélé Zulodok à valeur du vide, là, le nouveau commandant Eldrazi. Les sorts incolores que vous lancez depuis votre main avec une valeur supérieure ou égale à 7 ont cascade. Je suis désolé, hein, mais la flemme, quoi. Boring. Ouais, alors en plus, pour le coup, tu vas voir, ça va faire une excellente transition, mais cascade à résoudre en papier. En plus. C'est relou, hein. Et pourtant, la mécanique est très très fun. Parce que il y a un côté un petit peu c'est vrai genre hasard qui est un peu chouette, tu vois, malgré que si tu builds à peu près bien ton pack, il devrait pas se passer trop de problèmes. Je trouve la mécanique très fun, mais à résoudre elle est très très longue, et du coup elle grappille justement de ce fun là, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, je l'avais même pas en tête, ça. Moi, je trouvais effectivement que cascade, je suis en mode ok, ils sont pas trop fait chier, quoi. J'étais en mode j'attendais quelque chose avec plus d'identité, en fait. Moi, en fait, après, c'est personnel aussi, et je reconnais que quand je parle, évidemment, c'est mon avis, et tout ce que je dis, c'est mon avis et c'est personnel. Mais moi, ce que je recherche aussi dans les cartes magiques, c'est des cartes qui ont de l'identité, qu'on va pouvoir discerner
certes, pour le côté artwork, il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi j'ai envie de pouvoir discerner des cartes aussi en termes de mécanique, en termes de design. Pour moi, c'est important qu'une carte elle ait vraiment son identité de design, une identité forte, et d'autant plus pour les commandants, parce que c'est quand même ça qu'on attend d'eux. Mais je te rejoins complètement sur effectivement que cascade sur tous les sorts colorless de 7 ou plus, c'est vraiment l'enfer à résoudre en papier, et puis voilà, et puis les gens ils regardent et ils font « Ah ouais, ok, ton tour il a duré 15 minutes, c'est un peu chiant, quoi. » Alors voilà, après, tu vois, si je devais donner, si je devais me faire l'avocat du diable, ce Zulodoc là, mine de rien, il est vite fait raccord avec les Eldrazi dans le sens où il dit que quand tu castes un truc à force CCM, déjà il y a la notion de force CCM, oui. Ensuite il y a un effet quand tu lances une carte, ce qui est un peu la gimmick des Eldrazi. Tout à fait. Bon, Cascade, ça vient d'Alara, voilà, mais c'est vraiment pour moi, c'est de la fainéantise de design, et j'aurais, je sais pas, bien aimé qu'effectivement, ils disent, quand tu lances, je sais pas, un Eldrazi, au hasard, tu fais un truc, tu vois. Mais notamment du CA, si effectivement ton commandant a un force SM, notamment en incolore, c'est important. Mais en fait, je sais pas, l'idée est pas dégueulasse, c'est-à-dire un commandant à OCCM qui fait du card advantage sur le cast d'un sort à OCCM aussi, c'est pas débile. Mais je trouve ça dommage que ça passe par la cascade. Bon, c'est pas très important en réalité. Par contre, c'est une transition intéressante vers notre second point de podcast, qui est les tours supplémentaires. Alors pourquoi c'est lié ? Parce que un tour supplémentaire, ça prend du temps aussi dans une partie. Et est-ce que c'est ça vraiment qui fait que la mécanique est un peu abusée ? Je pense que l'argument principal que je retiens sur les vis-à-vis des détracteurs de tour sup, c'est que en fait sur un tour de table tu as un tour sur 4 et avec un tour supplémentaire tu en as 2 sur 5. Est-ce que pour toi c'est une frustration qui est légitime ou pas ? Alors, vaste sujet, mais en gros, fondamentalement, dans le design des tours supplémentaires, moi je pense que dans l'absolu, et je parle vraiment dans l'absolu, c'est l'équivalent des phases de combat supplémentaires, par exemple pour le rouge. C'est l'équivalent de la rampe abusée pour le vert, qui en gros quand tu rampes de ouf, c'est comme si tu prenais un tour supplémentaire. Donc voilà, ça reste une mécanique quand même qui s'inscrit dans une logique de la color pie, qui fait que c'est comment tu donnes un avantage en termes pas de card advantage, mais plutôt à mon avis de rampe au bleu. Et je pense que de ce côté-là, à mon avis, les tours supplémentaires répondent à cette problématique-là. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et notamment, il y a la pratique en commandeur. Et comment ça se déroule en général la plupart du temps quand des tours supplémentaires sont joués en commandeur. Alors, moi je vais évidemment parler de mon expérience, mais j'ai quand même pas mal de parties à mon actif. C'est qu'en général, il n'y a jamais un seul tour supplémentaire dans un deck de commandeur où il y a des tours supplémentaires. En général, c'est un deck où il y a 5, 6, 7 tours supplémentaires et c'est le deck, la win-con du deck est organisée autour du fait d'enchaîner les tours supplémentaires pour enterrer ses adversaires sous une montagne de value. Sauf que je pense par exemple à Narset. Voilà, peut-être que les gens verront un peu plus. Narset qui est un commandant qui coûte 6, Jeskai. Quand il attaque, elle révèle les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, elle peut les jouer gratuitement. Et en général, voilà, s'il y a un tour supplémentaire dans ces cartes-là, elle réattaque, tour supplémentaire, elle prend les tours supplémentaires quasiment à l'infini. Et donc du coup, forcément, voilà. Sauf que le problème avec cette wincon, c'est qu'elle est non déterministique. C'est-à-dire que les gens ils peuvent peut-être attaquer avec Narset pendant 10 tours et prendre 10 tours supplémentaires, mais ça veut pas dire qu'ils vont arriver au bout des 40 points de vie de tous les adversaires. C'est-à-dire que c'est pas une vraie wincon dans le sens où elle dit pas je te fais 80 dégâts, tu meurs. Ou alors je te fais 21 points de dégâts de commandant, tu meurs. Et donc en fait, c'est que en fait ça pose une mauvaise option, un mauvais choix aux adversaires qui vont avoir le choix. Soit on se coupe, c'est-à-dire qu'on abandonne et on fait comme si il avait gagné, la personne en face qui enchaîne les tours supplémentaires avait gagné,
C'est une possibilité, mais ça veut dire que du coup on regarde pas vraiment s'il va gagner ou pas. Ou alors il y a l'option d'assister au spectacle. Et alors là, et en plus ça tombe bien parce que j'ai fait une partie en papier contre Narset il y a une semaine. Littéralement ça a duré 25-30 minutes quoi. Et donc c'est-à-dire que bon bah les gens ils regardent leur téléphone, ils attendent que la personne elle résolve ses 10 000 sorts, etc. Et d'autant plus que moi en plus j'étais dans une situation où j'avais un Teferi's Protection. Et donc du coup bah potentiellement je pouvais reprendre mon tour à tout moment et si ça se trouve gagner derrière. Et donc du coup bah j'étais un petit peu obligé de de regarder tout ce qui se passait quoi. Sauf que voilà, il y a une personne qui joue pendant 25-30 minutes pendant que les autres font rien, regardent en l'air, se regardent les pieds, etc. Et donc du coup on n'est plus vraiment dans une partie de Magic, on est dans une partie de pseudo solitaire. Bon là évidemment je force le trait exprès, mais c'est un petit peu la façon dont apparaissent les tours supplémentaires en commandeur de façon générale, ou en tout cas, moi je connais pas beaucoup de personnes qui ont construit un deck juste avec un tour supplémentaire pour se dire ah ben ça peut me faire un peu de value. Voilà, en tout cas bon, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Alors, il y a plein de choses que je partage dans tout ce que tu viens de dire, effectivement. Alors j'ai l'impression que quand même cet exemple que tu viens de donner avec Narset, c'est le plafond de ce qu'on peut faire avec les tours supplémentaires, dans le sens où vraiment quand tu cherches effectivement à tourner autour et à les enchaîner, c'est-à-dire que c'est une orientation de building précise. À côté de ça, tu as... alors, il existe quand même des jeux qui jouent juste des tours sup pour profiter de l'effet de... parce que ça marche bien avec l'effet de leur commandant. Tu vois, par exemple, moi typiquement je le joue dans mon deck pirate, parce que ça me permet d'avoir du coup une seconde phase d'attaque, doublé de la pioche puis du land drop, hein. Donc il y a un côté très intéressant, mais j'ai l'impression que l'exemple que tu me donnes vis-à-vis de Tour Sup, en fait on peut complètement le comparer à Storm, hein, finalement. Ouais, il y a un petit peu de cette idée-là, ouais. C'est-à-dire que la personne enchaîne les triggers, les effets, et en fait joue un petit peu tout seul, comme on dit dans le jargon, joue avec son caca. Et du coup c'est parfait parce que en fait je voulais comparer ça à tous ces jeux qui ont énormément de triggers et qui prennent énormément de temps dans une partie. Et en réalité, tu peux transposer ça aussi à des archétypes comme Aristocrate, ou pourquoi pas même Landfall, hein, tous ces decks qui sont un peu Value Engine. Super Friends. Beaucoup de... Ah, et encore Super Friends, je suis pas tout à fait sûr que ça soit aussi long que ça, tu vois. Malgré que ça soit long à exécuter, c'est pas aussi long que Storm, qui n'est pas tout à fait sûr de là où il va. Ou en tout cas qui même si la personne maîtrise complètement son jeu et enchaîne les choses, en fait ça demande beaucoup de manipulation, beaucoup d'effets, et en fait ça prend du temps, tu vois, et donc d'où la comparaison un petit peu avec Cascade, qui là pour le coup c'est un effet mais qui prend longtemps à être manipulé. Mais par exemple, Aristocrate, moi j'ai des gars qui font je te sacrifie, machin, hop, vous perdez tous un. Déjà que le temps que chaque personne s'enlève un point de vue de son compteur, tu vois, c'est un truc qui peut être un petit peu long pour le peu qu'on soit pas assidu. Et puis en fait, hop, je le ramène, nanana, boum, vous Corvold, quoi. Je le sacrifie, exactement, Corvold. C'est-à-dire qu'on arrive à des tours qui prennent énormément de temps. Et en fait, j'ai l'impression que la problématique tour supplémentaire, elle s'étend à beaucoup de choses. Elle s'étend à tous ces decks qui en fait enchaînent les effets et qui prennent énormément de temps à résoudre. Ouais. Et c'est un trait qui est encore plus forcé finalement, si la personne soit maîtrise mal son deck ou l'a pas joué depuis longtemps. Et donc du coup, en plus, elle se fait des nœuds au cerveau, ça prend du temps, les gens sont pas assidus parce que c'est pas hyper intéressant. Malheureusement ça fait partie du jeu et moi je vous conseille, si vous affrontez ces jeux là, hein, de jouer face à un adversaire qui maîtrise très très bien son deck, parce que ça fait gagner énormément de temps et voilà. Mais en vrai ça fait partie du jeu. Même Landfall, hein, c'est
super long à résoudre des fois. Tout à fait. Non mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur effectivement le constat sur les tours supplémentaires qui peut être complètement élargi effectivement à toutes les mécaniques que t'as dit, parce que je pense que le facteur de sel, on va dire, principal dans toutes ces mécaniques-là, c'est qu'effectivement les autres regardent alors qu'ils sont venus pour jouer à Magic. En tout cas, ils regardent plus de temps que ce que eux ils auront joué, quoi. En tout cas dans la grande totalité des choses. Si je peux peut-être remarquer, après j'y réfléchis, mais peut-être que parce que je regardais justement avant qu'on fasse le podcast la Salt List de DHREC, et justement je regardais un petit peu où étaient positionnées les cartes, etc. Et c'est vrai que les tours supplémentaires sont quand même assez hauts, beaucoup plus hauts que les cartes aristocrates, etc. Et je pense que ce qu'il doit y avoir aussi, à mon avis, dans le tour supplémentaire, c'est limite, c'est le phrasé, en fait. C'est la personne qui s'arroge le droit de prendre un tour supplémentaire au lieu du joueur d'après. Je pense que c'est un élément mental, c'est un élément de lexique, voire de linguistique, parce que finalement, dans les faits, la personne qui joue aristocrate et qui a Pitiless Plunderer sur le champ de bataille et qui en fait fait 50 000 mana, et que en gros 50 000 mana c'est l'équivalent de 45 000 tours supplémentaires, en gros, hein, donc ça revient au même. Mais je pense qu'effectivement le phrasé et la façon dont est tournée la carte, c'est-à-dire de reprendre un upkeep, de reprendre une pioche, de reprendre un détape, je pense que ça, mentalement, c'est peut-être un peu plus taxant pour certaines personnes, je pense. Non, mais ouais, il doit y avoir effectivement un aspect psychologique en plus. C'est un petit peu ce que j'évoquais, hein, le fait d'avoir 2 tours sur Tout à fait. 2 tours sur 5 au lieu de 1 sur 4. Ça donne cette impression que on t'a pris du temps de jeu, alors que pas nécessairement. En tout cas, c'est possible que ça se finisse comme ça, hein, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Et toi, du coup, moi, j'ai une question là-dessus. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas te couper, pardon. Tu voulais terminer. Aucun problème, vas-y. Non, je voulais te poser une question sur, du coup, quelle est ton attitude dans ce genre de cas? Tu vois un deck Corvol ou tu vois un deck Narset qui part en vrille. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, tu scoopes individuellement? Ou est-ce que tu dis non, on va regarder? Est-ce que tu demandes aux autres personnes de la table, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on scoop? Est-ce qu'on regarde? Comment tu réagis en général? Alors, je vais déjà te dire comment moi j'agis quand je joue ces decks. C'est-à-dire que typiquement j'ai un Prosper qui est Storm, hein, à peu de choses près, pas tout à fait Storm, mais qui a quand même beaucoup cet aspect. Et quand je sens que je peux faire ton of value et que ça va prendre un long moment, déjà que je l'exprime. Je dis voilà, là je vais partir en tétine et je vais chercher à finir la game, et voilà. Et en fait, ça laisse un espace aux gens pour réfléchir à est-ce qu'ils ont des interactions ou est-ce qu'ils cherchent peut-être à concéder et proposer une nouvelle game. Dans le cas où c'est moi qui suis spectateur de ça, je vais essayer de provoquer la même chose et du coup dire ok, attends, là tu pars en couille, les gars, est-ce qu'on peut l'arrêter? Et auquel cas, si la réponse est non ou si elle est mitigée, je vais demander à la personne qui enchaîne sa value si elle va quelque part, si elle va vers une win-con, et est-ce que en fait on est au climax de la partie et ça va aller quelque part. Si elle me dit oui, je vais quand même regarder où est-ce que ça va pour le beau jeu. Et si elle sait pas trop et tout ça, et que je sens que ça va être plus pénible qu'autre chose, là du coup je redemande à mes autres camarades de jeu s'ils veulent concéder ou pas, tu vois. Mais voilà, l'idée c'est aussi d'essayer de jauger un peu les autres, parce que j'ai absolument pas envie de concéder tout seul, je trouve que ça se fait pas. L'idée c'est que la concession pour moi c'est un consensus. Et soit on concède à 3, soit on concède pas, quoi, hein, globalement. Mais j'aime bien savoir où est-ce que cet événement va, parce que je serais plus ou moins frustré, quoi. Mais à proprement parler, j'ai pas trop de problèmes du moment que c'est bien effectué. Tu peux toujours tomber sur le joueur qui maîtrise pas tout à fait bien son deck pour une raison X ou Y. Et
bah ça accentue la pénibilité, parce qu'il sait pas où il va, parce que en fait il s'est trompé, il a pas un mana en plus, il en a 2, et machin, et oh là c'est vraiment volontaire. Ah non en fait je peux revenir sur... Non, tu reviens pas sur ton trigger mec, là c'est bon, t'es parti en couille, tu fais plein de trucs. Je veux pas te mettre la pression, mais est-ce que tu vas quelque part, tu vois, parce que là t'es en train de te faire des nœuds au cerveau, et est-ce qu'on assiste à une fin de partie, ou est-ce qu'on assiste à un roulé-boulé qui va faire plouf, et du coup parce que ça arrive, un hein, c'est spectacle ça. un peu navrant. Ah oui, non mais ça arrive, hein, bien sûr, mais voilà, et ça m'arrive aussi, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte, c'est le design du jeu, il est comme ça. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles des fois j'aime bien jouer que à 3, tu vois. Parce que j'accepte vachement plus ce genre de game, dans la mesure où en fait on est 3. Tu vois, t'as plus de temps de jeu quand tu joues à 3, et du coup j'accepte plus que le temps de mes adversaires soit plus long. C'est plus digeste, parce que du coup le temps de partie global où toi tu vas vraiment pouvoir jouer ton tour, il est un peu plus grand. Voilà. Ouais. Il y a deux choses là-dessus, je pense. La première, ce serait que, en tout cas, j'ai vu ce conseil parfois sur internet. C'est vrai que je l'applique pas toujours dans mes parties, parce que bon, ça m'arrive d'être un peu tilté par ce genre de choses-là, mais après je reconnais que même moi parfois j'en suis coupable, etc. Non pas que je fais ressentir que je sois de mauvaise humeur, mais il y a des gens qui disent bon, quand ce genre de choses se passe, ce que vous pouvez faire, c'est vous investir dans les triggers. Parce qu'en général, la plupart du temps, ce qui se passe avec ce genre de choses-là, c'est qu'il y a plein de triggers partout. Et là, il y a des capacités cibles, des capacités déclenchées, des capacités activées, etc. Et même pour la personne qui pilote le deck, même si c'est une personne expérimentée, parfois il y en a vraiment beaucoup. Et donc, une idée, pour pas se faire chier, on va dire, entre guillemets, pendant que se passe tout ça, ça pourrait être que les joueurs autour de la table essayent d'accélérer le processus en disant mais regarde, tiens, oublie pas ton trigger de Smothering Teeth sur ton tour supplémentaire, ou je sais pas quoi, enfin moi je dis n'importe quoi, mais voilà, oublie pas ton trigger de ci, de ça, etc. Et peut-être même qu'il y a une personne qui peut se charger de chaque permanent qui a des triggers ou un truc comme ça. Donc voilà, peut-être que ça peut être effectivement une solution. Je le fais de temps en temps quand je suis de bonne humeur, mais je vais dire pourquoi effectivement en général c'est vrai que ça m'embête un petit peu. C'est mon deuxième point, c'est que voilà, je fais pas de généralité, mais c'est vrai que en général, c'est bien aussi que les personnes pensent à mettre des wincons dans leur deck, parce que malheureusement, ce que je constate quand même assez régulièrement, pas vraiment dans mon groupe de jeu, parce que nous voilà, on sait tout ça, mais c'est plutôt quand je fais des parties en ligne, c'est que les personnes partent en vrille, ils partent en sucette. Ils voient les 3/4 de leur deck, si ce n'est tout leur deck, mais ils ont pas une carte qui dit je gagne la partie, quoi. Ou même ou alors ils en ont qu'une, quoi, alors en fait il faudrait quand même une certaine densité, peut-être 6-7, voilà, des cartes comme j'en sais rien, moi, peut-être un Achromazouil ou des choses comme ça, qui disent bon ok, bon là c'est fini, j'ai pioché cette carte en main, les gars, désolé, la mousse a fini de s'amasser, maintenant c'est terminé, quoi. Et c'est quand même important parce qu'en fait c'est aussi ça part déjà de la construction du deck et de l'intention de la personne qui va construire le deck. Est-ce que ton deck, tu veux juste faire de la value et jouer au solitaire devant les autres, ou est-ce que quand même ton intention c'est terminer la partie pour qu'ensuite on puisse en refaire une autre et faire plusieurs games dans la soirée, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi même là dès le niveau de la construction à avoir ça en tête, en tout cas quand on fait ce genre de deck, ou en tout cas quand on sait que notre deck peut partir dans ce genre de direction. Pensez aux autres, mettez des wincons. Voilà. Oui, bien évidemment, mettez des wincons, c'est important pour le mental de tout le monde. C'est ça. pour la bonne humeur globale, et puis même en vrai, pourquoi pas aussi carrément exprimer, de dire bon, je sais pas trop où je vais là en fait, tu vois, parce que clairement, ça sera toujours... faut pas hésiter à dire bon voilà, en fait je suis en train de perdre mes moyens, et faut pas que ça soit un mauvais moment pour vous non plus, et l'idée c'est que tout le monde passe un bon moment, faut pas l'oublier. Est-ce que ça te dit de passer sur le troisième point de ces mécaniques craquées en commandeur? Let's go. Allez, le troisième point,
ce sont tous les effets qui trigger à chaque tour, et du coup, comme un tour de table, c'est 4 personnes si vous jouez à 4, bien évidemment, sinon c'est 3 si vous jouez à 3. Hein. Fait tous ces effets qui, à l'image de la prophétesse de Crucifix qui est bannie, hein, qui nous dit de dégager tous les terrains et pendant la phase de dégagement des autres joueurs. Hein. Donc du coup, nous permet de nous dégager à chaque tour. On a aussi la Dryade des jeunes pousses, qui nous permet de mettre un saprobiance au début de l'entretien de chaque joueur, musener des graines, bref, tous ces effets-là qui trigger à chaque tour. Aussi, Coma, hein, qui s'est rajouté en tant qu'endame. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces cartes Alors, de façon générale, sur ces effets-là, je pense que c'est pas tant une question du design à proprement parler, c'est-à-dire du fait que ça trigger à chaque entretien ou à chaque étape de fin. Je pense que c'est une question de curseur. Et justement, c'est marrant parce que tu viens de mentionner Coma et je l'avais préparé au cas où pour cette émission, au cas où on en discuterait. Et je pense que Coma illustre bien à quel point c'est vraiment le curseur qui est le problème et pas forcément le fait que ce soit à chaque tour. Dans le sens où Coma, pour remettre dans la tête des gens et des auditeurs, c'est 3 incolores, 2 mana bleus, 2 mana vert. Il peut pas être contré. C'est une 7-7, je crois. Je crois que je me trompe pas. 6-6. 6-6, pardon. Qui crée à chaque entretien de chaque joueur une 3-3 vanilla. Et il a l'option d'engager ces 3... C'est pas forcément ces 3-3 là, c'est des Coma Coil, c'est des coils. Il faut engager un coil. Je l'ai sous les yeux là. Il dit qu'on peut sacrifier un serpent. Voilà, et on choisit entre engager un permanent ciblé et ses capacités ne peuvent pas être activées ce tour-ci, ou alors rendre Coma indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et donc là, techniquement, on voit très bien qu'en fait, c'est pas tant le fait qu'il fasse une 3-3 à chaque entretien qui est problématique, c'est le fait qu'il puisse les utiliser pour verrouiller le board. Voilà. Et donc du coup, c'est en fait ce qui a été écrit sur la carte en dehors du fait qu'il fasse des 3-3 à chaque entretien. C'est comme en général et souvent en plus comme pour les cartes que tu as citées, souvent en général ces capacités d'entretien, c'est créer un jeton ou c'est faire un petit peu de card advantage déguisé, etc. Voilà. Et Consecrated Sphinx, je pense, illustre exactement ça, illustre ça tout aussi bien. Le problème, c'est pas tant de faire du card advantage à chaque entretien, parce qu'il y a plein de façons de faire du card advantage à chaque entretien. Ça pourrait être un effet de défausse pioche, par exemple. Mais non, Consecrated Sphinx, c'est à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, et pioche 2 cartes. Donc du coup, il y a même pas une clause pour restreindre ça à chaque fois, à chaque pioche de début de tour des adversaires. C'est vraiment à chaque fois qu'ils piochent une carte n'importe quand. Donc en fait, c'est vraiment ça, à mon avis, c'est le curseur et c'est les limites en fait, et c'est à quel point on est conscient que quand on fait cette capacité-là, bon évidemment Consecrated Sphinx, il n'y avait pas encore le commandeur qui était aussi répandu, mais c'est dans le design être conscient que il va y avoir 3 voire 4 instances de cette capacité, et donc du coup à partir de là se dire bon, peut-être qu'on va essayer de le restreindre pour pas que ça devienne beaucoup trop de value. Et je pense que Coma est une des plus grosses erreurs de ces récentes années, qui crée des patterns de jeu qui sont absolument pas fun. Bon, j'ai l'air d'être très négatif dans tes podcasts, mais c'est parce qu'on parle des trucs cassés, mais voilà, mais à chaque fois qu'il y a un Coma sur le champ de bataille, il y a juste à poser Coma, on peut pas le contrer. Et ensuite ça fait sa value tout seul, et ensuite ça verrouille le board des adversaires tout seul. Et voilà, et je pense que il faut être attentif à ça en fait dans la façon dont sont designées les cartes. Mais dans l'absolu, moi je suis pas du tout contre le schéma, au contraire, je trouve ça très rigolo que des cartes puissent prendre avantage, puissent tirer avantage du fait qu'on soit en commandeur. Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, en fait, ce trigger-là, il mange aussi du temps. C'est-à-dire qu'elle a mis un petit peu à l'image de Restic Study, rien que le fait de dire « Attends, tu fais ça, est-ce que tu payes un de plus ? Attends, je pioche une carte, nanana. » En fait, voilà, ça mange un peu du temps, si ce n'est que tu peux le faire aussi par automatisme. Coma, t'as pas forcément obligation de rappeler le trigger, en tout cas à haute voix, comme ça...
si tu veux que ta partie soit fluide. Dans l'idéal, faudrait le faire, mais bon, je pense que c'est toléré que tu mettes ta 3-3. À partir du moment où tu as joué Coma, je pense que les gens ont bien compris qu'il y avait une menace sur le board. Est-ce que c'est une histoire de curseur ? Bon, tu parlais du Sphinx consacré. A priori, je pense que s'il était réédité aujourd'hui, il y aurait marqué faites cet effet-là une seule fois par tour. Et encore, à minima. C'est possible que le design soit complètement revu. Après, il y a plein de cartes qui ont été éditées dans ce sens-là, où le commandeur était pas aussi dominant qu'il l'est aujourd'hui, donc j'ai bien envie de leur donner un petit peu un petit peu comme Cyclonic Rift qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que bon, bah voilà, le commandeur est apparu, il se trouve que ces effets-là en profitent beaucoup. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave ? Bon, c'est pas bien, voilà, tant pis. Mais Coma, il est apparu à une période où le commandeur était très en vogue. Je pense même qu'il a été aussi bien designé pour être un commandant du format. Ouais, c'est un peu emmerdant. Cela dit, je suis un peu moins sur les dents que toi le concernant, parce que certes, c'est une grosse créature. Bon, ça coûte 7. Ça prend justement sa Cyclonic Rift comme grand, ça prend son Toxic Déluge, ça prend quand même pas mal de choses, ça prend son Pass to Exile, Pass to Exile et Sword to Blusher qui sont les removals les plus joués du format, hein, les spot removals les plus joués du format. Donc ça prend quand même plein de choses, mine de rien, et plein de choses qui sont jouées. Donc je trouve pas aussi broken que ça, tu vois. Même faire une 3-3 par tour, au final, c'est pas aussi broken dans la mesure où on avait Dryad qui faisait plus ou moins la même chose, donc Dryad des jeunes pousses, qui était une 2-2 pour 5, qui nous disait qu'on faisait une 1-1 vers sa probante à choc entretien, et à partir du moment où on a 10 permanents sur le champ de bataille, on a l'ascension. Si on a l'ascension, nos sabrobiantes gagnent plus de +2, donc bon, ce qui est à peu près pareil. En gros, on fait une 3-3 par entretien. Et voilà. Ce qui est une sorte de petit Coma. Elle a pas la possibilité de se rendre indestructible, ni de sacrifier, ni d'être un moteur de sacrifice pour les grands serpents. Wow. Mais bon, on avait déjà un petit peu ce genre d'effet, donc je suis pas bien sûr que ça soit cet aspect poser des tokens qui sont emmerdants, mais c'est pour ça que cette histoire de curseur, je ne suis qu'à moitié d'accord, parce qu'il y a ce délire de perte de temps de jeu, de trigger redondant qui revient encore et encore. Tu peux pas en fait laisser simplement le tour à l'adversaire. C'est même pas une interaction en fait, hein. C'est juste j'ai un effet pendant ton tour, c'est ça, il est automatique, il se fait à chaque fois. Je sais pas, je trouve ça un peu emmerdant. Et à côté, y a aussi des cartes qui sont simplement bien ou bonnes, tu vois, et qui profitent de cet aspect multijoueur. Je pense aussi, tu vois, aux cartes, tu sais, aux ascensions, qui étaient des enchantements qui prenaient des marqueurs quêtes, sous condition en fin de chaque tour. Donc une des plus connues, c'est Ascension du chef de sang. C'était un enchantement pour un noir qui nous disait qu'au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu au moins 2 points de vie ce tour-ci, on peut mettre un marqueur quête. Je vais arriver à parler, tu vas voir, un marqueur quête sur l'enchantement. Et à chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, si elle a au moins 3 marqueurs quête, on peut faire que ce joueur perde 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Donc là, il n'y a rien qui va dans cette carte. En multijoueur, ça affecte tous les adversaires. Tu mets les marqueurs quête très facilement et en plus ça coûte 1. Là, il y a clairement une carte de design passé qui est hyper busted dans le format. Tu vois, il y a un côté, en fait, un côté espace de design. Genre, on peut plus faire des cartes de 1 contre 1 sans réfléchir sans réfléchir au commandeur, tu vois. C'est pour ça que ce curseur est compliqué. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est vrai que là-dessus, en fait,
Je pense que je dis curseur parce qu'en fait à mon avis c'est une question d'équilibrage et c'est vrai que c'est difficile du coup à l'aune de ça de juger on va dire toutes les cartes pré 2018 on va dire grosso merdo quand 2018 quand en fait le commandant a commencé à devenir vraiment le format principal de Magic. C'est difficile de juger les cartes comme Ascension, en tout cas l'équilibrage de ces cartes là aujourd'hui avec nos yeux d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est des cartes qui parfois peuvent être problématiques dans des parties parce que on a l'impression que c'est le fait que ce soit répété sur 3 ou 4 joueurs qui fait que c'est oppressant. Mais il y a d'autres paramètres aussi en fait dans la carte. Il n'y a pas que le fait que ça se passe à chaque entretien. Ça aurait pu être par exemple le coût en mana. Par exemple, si elle avait coûté 4 parce que les gens, les designers de Wizards of the Coast savaient qu'elle allait être très forte en commandant, ils auraient peut-être pris ça en compte dans leur réflexion. Donc c'est vrai, je pense que c'est difficile en tout cas avec nos yeux de 2023 d'avoir un regard critique qui soit correct en fait sur toutes ces cartes qui précèdent 2018. C'est pour ça que je prenais en plus l'exemple de Koma pour montrer qu'à mon avis c'était un problème de curseur. Mais par exemple la Dryade, pour moi c'est un exemple tout à fait réussi. Même si j'entends ce que tu dis sur les triggers, même si bon je pense qu'un petit jeton à 1 de temps en temps, bon ça va, ça prend pas trop de temps, mais je peux entendre dans le sens où moi-même j'avais fait un deck entretien tribal où en gros toutes les cartes que j'avais dans mon deck se déclenchaient à tous les entretiens, enfin en tout cas le plus possible, et j'avais Paradox Ace pour ensuite doubler mes propres entretiens, enfin bref et c'était n'importe quoi les triggers, donc je comprends, mais ouais, la Dryade pour moi c'est vraiment nickel comme design. C'est en plus ça devait être quoi, 2017 2018 je crois la Dryade, et à mon avis c'est à peu près cette époque là ouais. Et à mon avis, je pense qu'ils avaient déjà à peu près en tête le fait que ça puisse être une carte de commandant. Et voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Ça fait des 1 qui deviennent 3-3. T'es récompensé si t'arrives à garder ton board, c'est-à-dire si t'arrives à le protéger. Si tu fais pas des attaques n'importe comment pour garder tes saprobiontes. Donc, je sais pas, je trouve ça très astucieux. Et quand tu compares effectivement, comme tu l'as fait, la Dryade et Koma, je pense qu'il y en a un des deux qui est effectivement beaucoup poussé pour effectivement, comme tu l'as dit, faire en sorte que ce soit un commandant qui soit viable et que ça soit une chase card. Et mais bon, mais c'est vrai que c'est difficile ce sujet-là, dans le sens où peut-être qu'on n'a pas assez de recul aussi, pas assez d'années de recul de design sur ce type de carte, parce qu'il en sort pas non plus tous les 4 matins des cartes qui se déclenchent à tous les entretiens, ou en tout cas qui multiplient, qui tirent un bénéfice vraiment énorme du fait que ce soit le commandeur, et d'autant plus que je pense qu'on va en avoir peut-être aussi de moins en moins, ou en tout cas il va y avoir beaucoup plus de prudence de la part de Wizards of the Coast sur ce genre de cartes, puisqu'ils savent que le commandant est le format principal. Et donc ouais, c'est vrai qu'en gros si tu veux, je pense qu'on a vraiment 5 ans de cartes de ce type pour pouvoir les juger quoi. Donc peut-être qu'on est un peu juste, je sais pas. Après c'est vrai qu'il pousse beaucoup Myriad, tu vois, c'est vrai qu'on a vu par exemple Legion's Loyalty de la Légion, un enchantement pour 6 et 2 blancs qui dit que les créatures que vous contrôlez en myriade. Certains ont dit que le coût était un peu prohibitif, même pour le commandant. Donc on sent quand même qu'ils ont de la prudence là-dessus, sur ces effets-là, sur le fait de dire bon, vous êtes en commandeur, vous allez avoir un avantage sur certaines cartes parce que ça se multiplie. Donc là on va mettre l'enchantement à 8 quoi. Alors voilà. Myriad de toute façon, il me semble que c'est une mécanique de commandeur. Ah bah oui. Point. Oui, c'est évidemment. Donc c'était réfléchi pour. En plus, tu vois, c'est une mécanique d'aggro, donc ça reste quand même des choses qui sont pendant ton tour. Bon, ça me surprend moins. Par contre, je voulais ton avis sur une carte finalement un peu récente, qui joue sur l'aspect multijoueur, c'est Teferi, Maître du Temps. Donc Planeswalker mono bleu pour 4, il arrive avec 3 loyautés et il a une capacité statique qui dit qu'on peut activer ses capacités pendant le tour de n'importe quel joueur. À tout moment on peut lancer une éphémère. Alors je me rappelle très bien de la spoiler season quand il avait été révélé. Tout le monde était parti en vrille sur le Reddit Commander. Tout le monde a dit waouh, mais c'est complètement craqué, faut pas du tout faire ça, il se protège, et en plus il lui donne du card advantage, et en plus c'est une win con, c'est pas possible, etc. La vérité,
c'est que moi moi aussi hein, je faisais partie un petit peu de ces gens-là. Enfin, j'étais pas aussi radical, mais je faisais quand même partie des gens qui étaient bien hypés par la carte, qui pensaient qu'elle serait très forte. Sauf que c'est un peu redescendu. Moi, je la vois quasiment jamais cette carte en Commander, et pour la simple et bonne raison que ça reste un Planeswalker. Voilà. Et que les Planeswalkers en commandant, ça meurt très très vite, parce que bon, il peut phase out avec son -2 ou son -3, je sais plus, -2 je crois. Il peut phase out -3 et il peut phase out une créature par tour. Mais en fait, ça coûte quand même de la loyauté, c'est pas gratuit. Et en général, en commandeur, il y a 3 personnes qui ont en général entre 1 et 2 créatures sur leur champ de bataille. Teferi, il meurt très vite. Il arrive pas du tout, à moins évidemment que ce soit un deck Super Friends, etc. Mais en fait, moi je trouve du coup in fine, après avoir pensé effectivement que c'était un peu craqué, que c'est une carte très très équilibrée, voire pas assez forte pour le commandeur. Voilà. Oui, ouais, bon, globalement je suis plutôt d'accord avec toi. Il se protège, mais il se protège que d'une créature. Tu disais qu'il fait du CA, mais en fait il en fait pas, hein. Son plus 1 c'est piocher une carte, puis défausser une carte. Oui, mais c'est parce que moi le CA, pour moi le cimetière c'est du... Oui, mais pour moi le cimetière c'est vraiment une zone qui est très facilement accessible, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais oui, t'as raison, factuellement. Ouais, non, mais c'est pas totalement faux. Je pense qu'il va s'intégrer particulièrement bien dans les decks avec les commandants qui profitent du fait que tu te défausses régulièrement ou que tu pioches régulièrement. Hein. Mais au-delà de ces archétypes-là, donc de decks qui trigger sur la pioche ou la défausse, c'est pas incroyable en fait. Hein, bah ouais. Et pour le coup, je te rejoins sur ce côté. Je te rejoins en tout cas sur cet aspect-là, sur effectivement là le curseur est pas assez haut pour que ça soit problématique. Donc voilà. Ouais. Et c'est intéressant parce que il faut quand même aussi garder à l'esprit, parce que bon, c'est vrai, on discute Commander, on discute DH, etc. Mais c'est vrai que on a quand même cette espèce de biais de confirmation. Enfin, c'est normal, on a les lunettes où on va à chaque fois analyser les cartes à travers nos yeux de joueurs de Commander, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a d'autres formats qui existent et que Wizards of the Coast, en tout cas les designers, doivent aussi trouver des espaces de design qui sont un peu à cheval entre peut-être le Commander, le moderne, le standard, peut-être le vintage, ce genre de choses-là. Et donc du coup, je pense qu'il y a des cartes un petit peu que on va avoir parce qu'elles sont flashy, parce qu'elle est flashy Teferi en vrai, quand on la voit en saison de spoiler, on se dit waouh, ça c'est pour le Commander, ça dit une fois par tour, c'est sûr c'est pour nous, etc. Et je pense qu'il faut, après c'est normal l'enthousiasme, mais il faut se tempérer un petit peu aussi des fois et se dire attention, alors cette carte, est-ce qu'elle est vraiment pour le Commander? Est-ce qu'elle a pas un usage aussi qui est particulier au standard? Est-ce qu'elle répond pas aussi à des impératifs d'un autre format? Voilà, mais forcément on connaît moins bien ces autres formats, donc on va avoir un petit peu du mal à essayer d'équilibrer et de balancer nos avis là-dessus. Mais bon voilà, c'est juste pour garder ça en tête, et je pense que cette carte-là précisément, Teferi à mon avis, était surtout une carte à mon avis de standard. Je pense que c'est une réussite. Le design de ce Teferi est une réussite parce que ça a été un petit peu joué en standard, il me semble. Ça a été, c'est joué en commandeur dans les archétypes qui en profitent particulièrement. Ce que j'appelle un design réussi à mon sens. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est vrai. Elle a coûté très cher très vite, malheureusement à cause de l'emballement qu'il y a eu autour. Et c'est vrai que peut-être que pas tout le monde a pu forcément se la procurer, mais en tout cas en termes purs de design, ouais, je pense que effectivement elle est là où il faut. Et je pense que c'est à ça qu'on juge, à mon avis, un bon design. C'est une carte qui va être jouée dans plusieurs formats, mais dans des espaces restreints dans ces formats. C'est-à-dire pas une carte qui est complètement pétée et qui soit un staple dans tous les formats. Bon là c'est pas du tout la preuve d'un bon design, mais c'est une carte qui arrive à être populaire différemment dans différents formats, dans différentes niches, différents archétypes, et qui occupe un espace, une petite niche là où elle est bien, et là où elle est posée, etc. Et je pense qu'effectivement Teferi il trouve ça bien. Ouais. Bon. Et pour la dernière mécanique que je voulais te proposer, elle est un petit peu 2023, cette mécanique, c'est la mécanique des marqueurs poison, donc qui englobe infection et du coup la nouvelle capacité toxique. Maintenant que on est au mois de mai,
que All Will Be One est un peu passé, je pense qu'on a un peu plus de recul sur les craintes qu'il y avait autour de la mécanique. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, alors... Limite, on n'est pas dans le bon épisode pour en parler parce que je pense pas du tout que les marqueurs poison soient une mécanique cassée. Je pense que ce qui s'est passé avec All Will Be One, c'est que l'infect a un passif. Il a un passif d'éliminer très vite les joueurs, en tout cas un joueur. Il a un passif dans d'autres formats aussi. Je pense que ça joue. Le fait que ça peut tuer assez vite, mais j'en pense que juste le set Obi-Wan il a donné un petit peu plus d'outils, et en plus des outils qui vont pas forcément dans le sens de ce qui fait peur aux joueurs, c'est-à-dire avoir une élimination rapide, un peu plus d'outils à un archétype qui était déjà pas très très fort, un archétype qui est assez lent, soit qui est assez lent dans le sens où il va vite pouvoir tuer une personne, ça c'est vrai, on le sait, on a une créature infecte, on lui met un boost qui lui donne plus 8 ou plus 9, et puis c'est bon, ça tue quelqu'un, mais ensuite la personne soit va se faire brasser, soit va se faire gérer une pièce un peu clé de son champ de bataille, et va avoir énormément de mal à rebuild, et va perdre en célérité, va perdre en pêche, va perdre en gaz, et va s'écraser lamentablement derrière contre des decks qui en général en commandeur tiennent plus facilement le jeu long, et au contraire moi j'ai vraiment accueilli ces nouvelles cartes poison avec Toxic notamment, et avec les cartes aussi qui avaient des payoffs s'il y avait 3 compteurs poison ou plus sur plusieurs adversaires. Je trouvais que c'était une manière très très astucieuse d'encourager une stratégie poison qui soit un peu plus qui soit moins toi je te tue et ensuite tu regardes les 40 minutes du reste de la partie, ce que je comprends peut être très frustrant, ça j'enlève pas, mais plus envoyer les compteurs sur différents adversaires, en faire de la value, essayer de tenir le long game pour ensuite essayer de tuer tout le monde en même temps. Et je trouvais que c'était vraiment très intelligent, et je pense que c'était un archétype qui avait besoin d'être un petit peu choyé, et qu'on lui rende un petit peu ses lettres de noblesse en quelque sorte, parce que c'est vrai que quand il y a des joueurs qui aiment bien l'infect, soit parce qu'ils ont joué ça quand ils étaient plus jeunes, soit parce qu'ils aiment bien la mécanique, et c'est vrai qu'il y a quand même il faut le dire, même sur les réseaux sociaux, il y a une haine envers les gens qui jouent infect, et ils se prennent vraiment des bâches assez intenses, alors que dans les faits, ça prend pas vraiment de temps aux adversaires, si ce n'est peut-être à l'unique personne à la loterie qui va se faire sortir très rapidement, mais globalement je trouve ça moins désagréable que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, comme les tours supplémentaires, ce genre de choses là. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très très cool. Ok, plusieurs trucs que tu as évoqués sur lesquels je veux revenir. Alors le principal, avant tout, le premier argument qu'on peut lire vis-à-vis de cette détestation d'infect ou de cette appréhension de toxique, c'est que en commandeur, tu as 40 points de vie, donc ça doit être proportionnel, tout ça, 10 c'est pas assez, faut remonter à 20. Bon, je trouve que cet argument il est un peu fallacieux, parce que souvent quand tu joues poison, a priori, quand tu joues à 4, t'es seul à jouer poison. Donc, en fait, c'est pas 10 points de vie, c'est 10 points de vie c'est 10 marqueurs que tu dois mettre à 3 personnes. Là où, en free for all, tu dois, certes, faire tomber beaucoup plus de points de vie, mais tu le fais, entre guillemets, en collectif, et surtout, il y a énormément d'effets qui font perdre des points de vie, que ça soit ne serait-ce que fetcher dans un Raveland, ça fait déjà perdre 3 points de vie, là où si ton plan de jeu c'est marqueur poison, t'es absolument pas aidé par ce genre de truc. Ça c'est, entre guillemets, la mise en place. Ensuite, la plupart des cartes, même avant All Will Be One, la plupart des cartes, sauf exception avec l'infection, étaient des cartes qui n'étaient pas vraiment très fortes. En tout cas, pour les créatures, bon voilà, on a 2 grosses créatures qui ont l'infection qui sont particulièrement détestées, qui sont le Colosse de Pestacier et Skityrix.
le dragon du fléau. Donc, peut-être à juste titre, hein, pour le coup, parce que le colosse de Pestacier, je pense qu'il est surtout détesté pour son aspect combo-ish, parce que la plupart des gens arrivent soit à le cheater, soit à le combiner, machin, truc, je t'attaque, pam, ninjutsu, colosse de Pestacier, t'es mort, tu vois. Je pense que c'est plus l'aspect combo qui fait peur, cet aspect... c'est ça qui rend la carte un peu broken. De la même façon, frappe souillée, hein, qui donne +1/+0, l'infection du tour, qui va être joué dans des trucs un peu voltons. De la même façon, on a Firizi ou l'exosquelette greffé, hein, qui donnent en fait l'infection à une autre créature. Donc oui, ces cartes-là sont et peuvent être surprenantes et donc one-shot. Donc c'est l'aspect que tu évoquais un peu plus tôt. Pareil pour Triomphe des Hordes. On va donner l'infection à toutes nos bêtes, +1/+1 et le piétinement. Et donc du coup, on va potentiellement OTK 1 ou 2 adversaires. Rarement 3 avec Triomphe des Hordes quand même. Parce que ça demande quand même une grosse quantité de poison à mettre. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de créatures, que ton deck est bien en place et machin, et en fin de compte, ta Triomphe des Hordes fait un Crater of Behemoth en moins bien, à peu de choses près. Hein. Donc c'est pas vraiment lié à la mécanique en elle-même. Donc bon, voilà, sauf peut-être ces quelques exceptions, je trouve que déjà Infection, pré-All Will Be One, ça allait. C'était pas, on n'en voyait pas assez pour que ça soit vraiment embêtant. Donc après All Will Be One, j'ai pas l'impression qu'il y ait des créatures vraiment broken avec Toxic qui soient apparues. Par contre, il y a une chose qui est apparue avec cette édition, c'est les rituels et éphémères qui mettent un marqueur poison à chaque adversaire. Alors je pense pas que ces cartes soient problématiques. Par contre, ces cartes, elles fonctionnent vachement bien avec quelque chose qui rend les marqueurs poison dérangeants, c'est la prolifération. Qui est en fait l'extension de la mécanique et qui est peut-être l'aspect. Est-ce que finalement prolifération c'est pas l'aspect le plus frustrant des marqueurs poison? Mais là-dessus sur la prolifération, en fait, je pense qu'il faut se mettre au moment du processus de deck building, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour toute carte où on va essayer de faire rentrer au chausse-pied des effets de prolifération dans un deck infect, ça va être des cartes en moins sur des cartes en moins de boost, par exemple, de créatures qui ont infect. Et donc du coup, finalement, qu'est-ce qui est le plus violent en fait entre les deux? Je pense qu'aucun des deux n'est violent dans le sens où l'un bouffe l'autre, c'est-à-dire dans la construction de deck. Dans le sens où il faut choisir en fait un schéma de jeu. C'est soit ça va être des grosses créatures infectes et donc du coup on va mettre dans son deck des +5/+5 ou des +5/+0, des choses comme ça, etc. pour essayer vraiment de tuer les adversaires avec une grosse créature qui passe avec piétinement ou avec de l'évasion de façon générale. Soit effectivement il va y avoir la stratégie qui a été déployée dans les decks précon de All Will Be One, c'est-à-dire ça va être la distribution en fait. Et donc là-dessus, et donc c'est là où effectivement je pense qu'à mon avis la prolifération va être pertinente, parce que du coup la prolifération n'est bien qu'au regard des choses à proliférer. C'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord réussir à mettre au moins un marqueur poison donc sur chaque adversaire pour que ce soit vraiment efficace, parce que quand même en commandeur, et comme tu l'as très bien rappelé, les marqueurs poison, il faut que chacun en ait 10, donc du coup il faut mettre 30 marqueurs poison, ce qui est quand même assez énorme, à 3 adversaires qui les voient venir en plus, ces compteurs poison, ces marqueurs poison, pardon, et donc du coup, c'est quand même assez laborieux, dans le sens où il faut réussir à passer chez chaque adversaire, ou alors tomber, piocher sur un des quelques-uns, il y en a pas beaucoup non plus, des sorts qui ont été imprimés où il y a écrit tout le monde a un marqueur poison, c'est quelques-uns, et ensuite il faut proliférer 3, 4, 5 fois, etc.,
peut-être qu'on va avoir quelques créatures toxiques qui vont pouvoir passer, mais elles sont pas dingues quand même, hein, les créatures toxiques qui ont été imprimées. C'est pas non plus des 5/5 vols double initiative, ce genre de choses là, quoi. Bon là, évidemment, je force le trait, mais elles sont pas non plus dingos, et d'autant plus qu'en général, elles ont toxique 1 ou toxique 2 max. Ils ont été très prudents quand même là-dessus. Et ce qui est bien par ailleurs, hein, je pense. Et donc je pense que si un joueur a construit son deck de telle manière à ce qu'il arrive à planter en fait des graines, parce qu'en fait c'est ça, hein, planter des graines, c'est chaque joueur, arriver à les faire proliférer suffisamment pour que les 3 joueurs arrivent à 10, mais moi je lui dis chapeau, hein, tu l'as mérité ta victoire. Et donc moi je suis vraiment pas effrayé par ça, d'autant plus que les cartes qui prolifèrent le plus efficacement, elle coûte cher, et notamment j'ai plus son nom en tête malheureusement, mais l'artefact qui coûte 6 et il faut l'engager pour 4 pour qu'il prolifère 2 fois. Voilà, c'est quand même ça, c'est demandant. Il y a évidemment les deux cartes, les deux créatures à 3 que sont le sage d'évolution et la bleue, je m'en rappelle plus, qui prolifèrent respectivement quand il y a du landfall et quand un éphémère ou rituel est joué, si je me trompe pas, mais qui correspondent quand même, ces deux cartes-là qui sont les plus efficaces en termes de prolifération, qui correspondent à des archétypes. Donc ça va quand même demander d'orienter son deck pour satisfaire une seule carte. Est-ce que c'est judicieux dans le deck building de faire ça, etc. Je suis pas sûr. Donc il y a quand même des contraintes de deck building autour de cet archétype de prolifération de marqueurs poison qui, à mon sens, rendent l'archétype honnête, viable. Je dis pas que c'est pas viable, mais honnête par rapport à tout ce qui existe de beaucoup plus pété, à mon avis, comme archétype en commandeur. En bleu, tu parlais de la canaliseuse de flux, oui, voilà, et l'artefact qui prolifère, c'est machine de contagion, effectivement. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Bah écoute, j'ai buildé une Atraxa dont le principe était d'implanter effectivement la phyrésie chez chaque adversaire et de faire en sorte de maintenir Atraxa le plus longtemps possible sur le board et à côté de proliférer avec quelques autres moyens, de façon à tuer les adversaires de cette façon-là. Le délire, c'est que c'était un jeu qui punissait les gameplays lents. Donc tous ces decks qui bouitent et qui mettent 20 ans, tu vois, c'était vraiment le deck qui punissait ces decks-là. Du coup, ça punissait, c'était un deck qui punit vachement bien Stax. Okay. Alors aujourd'hui, je l'ai démonté pour monter un autre tribal Phyrexian qui est très différent, hein, qui n'a plus rien à voir. Mais vraiment, je n'avais aucun ramp et je jouais plein de petites bêtes qui étaient là pour infliger leur petit toxique 1 avec le vol. C'était les petites mouches là qui infligent quelques marqueurs poison. Et voilà, et derrière tu protégeais énormément ton Atraxa, et tranquillou, hop, t'attaquais, tu gagnais 4 points de vie, t'étais content. Et sur le moindre sort de removal ou quoi, soit tu la phase out, soit tu contres, soit tu la réanimes, et le délire, c'était vraiment de la faire maintenir le board. C'est un bon deck, c'est un deck qui était intéressant, voilà, et j'ai pas l'impression qu'on m'ait dit que ça soit pété d'une manière ou d'une autre, y a personne qui s'en est vraiment plaint. Je pense que les gens se sont plus inquiétés du fait de voir Atraxa, et au final, dans le gameplay, ils ont été un peu rassurés, parce que c'est pas si oppressif que ça. Mais je pense que pour le coup, c'était plus la command zone qui impressionnait, plus qu'autre chose. Je pense que cette stratégie, en plus, est vraiment beaucoup plus viable que la stratégie infect classique qui repose sur le fait de faire des grosses créatures infect, dans le sens où c'est beaucoup plus sneaky, on va dire, entre guillemets. Dans le sens où les gens ils vont se dire bon j'ai un marqueur poison, bon ben ok, bon mais en attendant il y a un Consecrated Sphinx à gérer sur le board de l'autre, je vais peut-être pas me préoccuper de la personne qui prolifère une fois tous les 2 tours, quoi. Sauf que du coup pendant ce temps-là c'est exactement comme t'as dit, et c'est très intéressant en plus je trouve comme stratégie, justement d'essayer d'être un petit peu en sous-marin tout en essayant de faire pousser, comme tu dis, la phyrésie en chacun de tes adversaires, jusqu'au moment où en fait c'est déjà trop tard. Ils ont claqué tous leurs anti-bêtes sur les autres adversaires qui sont allés très vite, et sauf que du coup ils ont plus rien au moment où tu prolifères 2 fois et que c'est la fin pour tout le monde. Et je pense que ça demande quand même d'avoir des
certaines des bonnes capacités de pilote de deck, parce que et notamment aussi en termes de politique, parce que il faut arriver malgré le fait qu'il y ait une menace qui est très claire avec les marqueurs poison, quand on a dit on meurt, il faut réussir à changer l'attention, ou à la rediriger vers quelqu'un d'autre, ou en tout cas, et aussi je pense que ça demande aussi un certain talent aussi de constructeur, parce que je pense qu'il faut aussi anticiper cette politique-là et la menace que représentent les marqueurs poison, ou comment elle est perçue chez les adversaires, ça il faut l'anticiper dans la construction du deck. Donc voilà, je pense que j'avoue que je comprends de moins en moins les personnes qui sont vraiment effrayées par les marqueurs poison, et d'autant moins avec cette nouvelle orientation qui me semble tout à fait intéressante. Et puis pour les adversaires, et même moi, par rapport à la situation que tu décrivais et ton deck, si moi je suis un adversaire de ce deck-là, moi ça va me stimuler d'être dans une espèce de course contre la montre, et d'essayer de résoudre un petit peu le puzzle que tu vas me proposer, et d'échapper au 10e marqueur poison. Et tu vois, si j'y échappe, je suis au 9e, et en fait j'arrive finalement à échapper au 10e marqueur poison, et que j'arrive finalement à te battre, ou l'inverse, je pense que ça fait des scénarios de partie qui sont super intéressants en plus. Alors, tu as raison sur la totalité des aspects que tu as évoqués, si ce n'est un. En fait, c'est pas si sneaky que ça, dans la mesure où en fait t'as vraiment un compte à rebours qui se met sur ta tête. Oui. Et par contre, effectivement, il faut vraiment en fait ton meilleur allié, ça va être l'adversaire qui va se développer énormément, parce que du coup il va prendre l'attention effectivement, et faut faire en sorte que l'attention reste sur lui, parce que en fait tout le monde a ce chrono là sur la tête, quoi. Par contre, le truc qui était un peu fourbe dans ce pack, c'est-à-dire que t'as réussi à mettre un adversaire à 4 marqueurs poison, 6 marqueurs poison, tu vois, et bam, tu mets une frappe souillée avec Atraxa, et tu l'OTK, tu vois. Et c'est là où c'était un peu fourbe, parce que ça prenait aussi cet aspect de booster une créature pour one shot, mais parce que tu peux pas te permettre de laisser 10 tours passer. Oui, c'est ça. Oui. Et juste faire de la figuration avec ta Atraxa, c'est pas possible, t'es obligé d'essayer de faire d'autres choses. Par contre, ce deck avait d'énormes problèmes, notamment pour générer du card advantage, parce que en fait infection, ou en tout cas poison en général, n'est pas une mécanique qui rampe et qui fait du CA. C'est une mécanique qui est strictement offensive, et donc du coup qui a toutes les faiblesses qui vont avec. Ce n'est pas une mécanique qui pioche, qui fait de la value facilement. Par contre, c'est une mécanique d'oppression. Ils ont essayé un petit peu, je crois, de corriger ça dans 2-3 cartes qui donnent du card advantage si tous les adversaires ont 3 marqueurs poison. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu dur quand même, parce que faire du card advantage à partir du moment où 3 adversaires ont 3 marqueurs poison, c'est quand même un peu chaud. Ouais, mais c'est pas plus mal, hein. En réalité, c'est pas plus mal, parce que du coup, ça t'oblige à avoir un building très exigeant. Et je pense que si effectivement tu piochais comme un gouret en fonction des marqueurs poison des adversaires, ça commençait à devenir débile. Donc en fait, c'est bien que l'archétype couvre... alors, il le couvre, mais il le couvre mal, cette partie du gameplay qui pourtant est essentielle. Quelque part, je suis d'accord avec toi dans le sens où, en fait, à chaque fois, et c'est un raisonnement que j'applique à toutes les mécaniques, le problème, ça va pas être en fait l'orientation des mécaniques, ça va être aussi l'inflation en fait, l'inflation des cartes qui ont un lien avec telle mécanique. Par exemple, on l'a vu avec les trésors. Dockside était certes un problème, mais c'est l'inflation généralisée en fait des trésors qui est devenu un problème, qui n'était pas au début, mais parce qu'il y en a eu trop, c'est devenu un problème. Et je pense qu'avec le poison, ils ont été assez prudents dans le design, et effectivement, avec des checks, on va dire des contrôles, comme ce que tu disais, comme sur les 3 marqueurs poison. Mais par contre, je pense que cette vigilance, elle doit perdurer. C'est-à-dire que si d'aventure il y aura un nouveau set infection ou Phyrexian, etc. et tout ça, il faudra faire attention à prendre en compte aussi que dans le design s'adapte aussi, en tout cas pour le commandeur évidemment, le design il faut l'adapter aussi à la masse critique de cartes qui existe, qui
ont une relation en fait avec cette mécanique là. Et donc pour l'instant je trouve qu'on a un endroit très 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 bien pour de façon générale le poison, mais effectivement on verra ce que ça donne à l'avenir, mais je pense qu'on est pas mal là. Ouais. Bon, en tout cas, pour les auditeurs qui seraient intéressés par cette liste Atraxa, je la mettrai en description de l'épisode. De la même façon, si vous détestez Infection, que vous trouvez ça vraiment trop fort, et que c'est votre némésis, hein, j'ai bien envie de vous lire et que vous essayez de me convaincre, hein, moi ça me va bien. Bon, par contre, si vous pouvez essayer de sortir des arguments un peu originaux, ça serait très cool. Mais je serais vraiment intéressé de voir s'il y a vraiment des raisons, des angles d'attaque que j'avais peut-être pas envisagé vis-à-vis de la mécanique. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais pour moi, je rajoute ça et vraiment pour moi c'est l'argument. Enfin, je me répète, mais l'argument le plus convaincant que je trouve effectivement dans les decks infect, c'est effectivement la personne qui va se faire sortir et attendre pendant 40 minutes que le reste de la partie se termine. Et ça vraiment, je l'entends. Je l'entends vraiment parce que bon, c'est juste pas agréable. On vient jouer, en fait, il y a quelqu'un qui nous sort vite fait. Et en plus, en général, le joueur d'infect rejoint souvent la première personne qu'il a éliminée très très vite après, vu que les deux autres lui mettent une cible sur la tête. Mais ça, c'est un bon argument, je pense quand même. Bon, je te propose de passer en outro de cet épisode, de passer au moment du partage culturel. C'est un peu la tradition hein, sur le Pince-Crâne. Est-ce que c'est le moment où tu peux partager aux auditeurs une œuvre qui t'a marqué dernièrement, comme un film, une série, un jeu vidéo, voilà, une peinture, hein, pourquoi pas. Est-ce que t'as un truc à partager aux auditeurs ? Ouais, complètement. Alors, en ce moment, je suis en train de lire un manga qui est assez connu, donc ça va peut-être parler aux auditeurs, ça s'appelle Golden Kamuy. Alors, je vais essayer de la faire courte. En gros, c'est un manga qui se déroule à la fin de la guerre russo-japonaise, donc au début des années 1900, et qui met en scène un personnage, un soldat qui revient du front russo-japonais, qui s'appelle Sugimoto, surnommé l'immortel, parce qu'en fait, il est allé sur plein de champs de bataille et il est toujours revenu vivant, peu importe les circonstances. Et ça se passe sur l'île d'Hokkaido, donc au nord du Japon. Et on suit une sombre histoire d'or volé, l'or des Ainu. Donc les Ainu, c'est la tribu qui est autochtone au nord du Japon, donc sur l'île d'Hokkaido. Et ces Ainu, ils avaient récupéré une certaine somme d'or qu'ils avaient puisé dans les rivières voilà de l'île d'Hokkaido. Sauf que un beau jour, voilà, il y a quelqu'un qui tue un certain nombre de Ainu, qui récupère le trésor et qui essaie de s'échapper avec. Sauf que cette personne, elle se fait choper par les autorités, elle va en prison. Et du coup son trésor est caché quelque part. Et donc voilà, l'histoire de Golden Kamuy, ça va être comment Sugimoto, l'immortel, va essayer de retrouver ce trésor-là, et avec évidemment des compagnons qu'il va rencontrer, etc. Tout ça. Et mais bon, ça c'est le pitch de base. Et en gros, pourquoi ce manga est vraiment très bien, c'est parce que c'est un manga historique. Évidemment, les faits racontés sont pas réels, mais ça se passe dans un cadre avec beaucoup de rappels historiques sur ce que c'était le Japon au début du 20e, en pleine ère Meiji, avec, en gros, c'est le moment où le Japon s'est ultra industrialisé à l'occidental, etc. Donc avec des transformations un peu radicales dans le pays. Donc ça, c'est évidemment en trame de fond un petit peu du manga. Et avec beaucoup aussi d'attention à la vie dans la nature sur l'île d'Hokkaido. Ça parle tout le temps de bouffe. Ils sont toujours en train de préparer la cuisine. Et donc du coup, on découvre un petit peu aussi la faune et la flore. Et les cultures aussi et la tradition aussi du peuple Ainu, etc. Donc c'est très informatif, très éducatif, très pédagogique aussi, même si ça reste quand même voilà un seinen avec une aventure. C'est un peu un thriller, hein, la façon dont c'est écrit, mais à la fois informatif, haletant et avec des personnages qui sont très attachants. Donc voilà. Golden Kamuy existe aussi en animé, un animé qui est plutôt de bonne facture, hein, je l'ai commencé aussi. D'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y remette, hein, je vous le conseille, peu importe le format. Quant à moi, je vais vous présenter une série que j'ai découverte sur Prime Video, une série qui s'appelle The Power, alors le pouvoir, hein.
Ça se passe dans un monde où les femmes ont acquis un pouvoir, celui de générer de l'électricité. Donc on suit plusieurs autres personnages, c'est un récit choral. On suit Tunde, qui est un journaliste nigérian, qui montre les impacts du phénomène à travers le monde. On suit aussi Roxy, une jeune fille qui est issue d'un gang criminel londonien. On suit une autre jeune fille qui s'appelle Ali, qui grâce à son pouvoir, elle, devient un modèle religieux. Et enfin, on suit Margot, une politicienne qui compte faire changer la place des femmes dans la société grâce à son pouvoir. Voilà, c'est une série qui a un gros fond de girl power. Je m'attendais en commençant, enfin c'est mon beau-père qui me l'a conseillé, je m'attendais à un truc très woke comme on dit, et au final, alors ça l'est, mais c'est intelligent, et c'est intelligent dans le sens où ça a réussi à susciter chez moi un vrai questionnement sur toutes ces questions sociétales, mais les personnages sont vraiment attachants, les problématiques sont bien posées, ça soulève plein de questions qui est relatif à notre corps. Moi ça m'a vraiment bien parlé, je pense que la réalisation et la mise en scène jouent énormément, parce que en fait ça aurait pu énormément bider et faire plouf, et pourtant l'idée est vachement bien portée, le pitch est sympa de base, je trouve vraiment que ça a de l'intérêt, mais on aurait pu s'attendre à un truc très girl power, très fade, et ça l'est pas. Donc je vous conseille vraiment de regarder The Power, ça vaut le détour. Le synopsis, ça a l'air vraiment super cool. Ouais, c'est vraiment intéressant, et puis bon, après voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu clichés, notamment il y a une sorte de youtubeur qui apparaît, qui est pro-homme, et qui explique comme quoi les femmes sont en train de brider les hommes, machin truc. Je trouve que c'est un truc qui était un peu caricatural, tu vois. Et en même temps, je pense que si demain le scénario se développait dans notre monde, en fait c'est ce qui se passerait, j'ai pas trop peur. Mais voilà, il y a quelques aspects qui sont quand même caricaturaux, mais c'est relativement anecdotique. Enfin voilà, je voulais te remercier de participer à ce second épisode, c'était vraiment un plaisir de faire ça avec toi. Merci beaucoup à toi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, toujours très intéressant. Bon, et je remercie toujours les auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Spotify et tout ça. De même, si vous avez des remarques, des suggestions, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a évoqué, n'hésitez pas à nous exprimer ça en commentaire. Moi, je réponds à peu près à tout. Et je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut. Salut.